Merci de nous retrouver pour cette autre édition d'Agripan qui s'ouvre à l'instant, mesdames et messieurs. Vous faites bien de rester sur Afrique Média, la télévision panafricaine. L'agriculture, outil indispensable pour le développement durable et la lutte contre la pauvreté, fait grièvement face à des contraintes financières qui demeurent partout présentes, coûteuses et réparties inéquitablement, ce qui limite sérieusement la capacité concurrentielle africaine, constituée essentiellement de petits agriculteurs. Et c'est de bon cœur que l'on peut se projeter sur le soutien à l'agriculture familiale, puisque l'indépendance alimentaire marque une nette rupture avec les politiques appliquées dans le passé, où les États africains, à la merci des plans d'ajustement structurel imposés par le FMI et la Banque mondiale, avec pour conséquence la privatisation des services de commercialisation et de vulgarisation agricole, n'ont pas manqué de pousser ces États à mettre fin aux subventions afin de laisser place aux entrepreneurs et autres investisseurs du secteur privé. Le constat est alarmant depuis lors, car ces acteurs n'ayant pas pris la relève. Les agriculteurs africains sont aujourd'hui à peu près les seuls au monde qui ne reçoivent absolument aucune aide de la part de leurs gouvernants, d'après l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, AGRA, notant que les gouvernements des pays riches versent annuellement plus de 300 milliards de dollars à leurs agriculteurs, alors que les producteurs agricoles africains sont abandonnés à leur sort, survivre ou disparaître. Comparaison est-il raison? Question de moindre importance, à côté de celle relative aux politiques publiques africaines en rapport avec la subvention, l'appui, l'accompagnement des producteurs avec un bon de place, la problématique de la gouvernance et la transparence des fonds destinés au secteur agricole, subventions et financement agricole. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour cette première de la série sur la subvention agricole. La suite, juste derrière la transition. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est donc un plaisir de vous savoir devant vos petits écrans quand il est cet instant. Nous parlons de la construction de l'Afrique et cela passera forcément par le développement agricole. Permettez-moi de vous présenter le panel qui nous accompagne ce soir. Un panel que vous maîtrisez assez bien. Il est avec nous, il est revenu, le président du CRAC, Croire au Cameroun, c'est un parti politique. Benan Djonga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Juliana, bonsoir Jean-Pierre et bonsoir à tous les téléspectateurs. Je profite de ce mot introductif pour leur présenter mes excuses de n'avoir pas été là la dernière fois. Cette fois-ci, je suis là et je suis heureux de les avoir à l'écoute et à la vue. En tout cas, nous sommes heureux de vous accueillir une fois de plus, Bernard Merci. Djonga. Avec nous également ce soir, il est expert en développement, administrateur de Biotropical. Bernard l'a déjà présenté, Jean-Pierre Imélé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Juliana, bonsoir chers téléspectateurs. On va retrouver Yaoundé, Pierre-Paul Moubitan. Il est bien en place, Yaoundé au Cameroun. On rappelle qu'il est producteur agricole, membre actif du collectif Save Africa, l'association engagée pour le développement de l'agriculture et l'écotourisme. Bonsoir Pierre-Paul Moubitan et merci de nous retrouver. Bonsoir Juliana, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous les agriculteurs et particulièrement à ceux de l'Ouest Cameroun que j'aurai l'occasion de visiter demain matin. Bienvenue à vous, monsieur Pierre-Paul Moubitan. Avec nous également, il était de la dernière. Il est enseignant, chercheur, producteur, président exécutif de l'Association internationale Jeunesse en marche pour le développement. Lui, c'est bien sûr Léa Jules Noton-Kenye. Bonsoir, cher monsieur, et bienvenue une fois de plus. Bonsoir Juliana, bonsoir à tous les auditeurs africains qui nous suivent, bonsoir aux agriculteurs de la Côte d'Ivoire, le pays du professeur Bengono. Bonsoir aussi comme ça à tous les producteurs de l'Afrique centrale, plus particulièrement ceux du Cameroun, de la région du centre, du Nord-Ekele, du littoral, de la Léquié et autres. Je pense que le problème que nous évoquons ce soir est d'une importance cruciale. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Kenye. On parle bien sûr de subventions agricoles, politique d'appui en la matière et pourquoi pas la gestion et la bonne gouvernance autour des fonds alloués aux producteurs agricoles. Je vous invite à suivre cet élément qui va planter le décor. Il est signé de Alain Ganou et Michel Zili.
Le développement du secteur agricole est un préalable sine qua non de l'essor économique d'une nation. Central au développement des pays pauvres, notamment du continent africain, la nécessité de sa protection et de sa subvention pour amorcer le développement économique du continent s'impose. Selon certaines estimations, il faudrait que l'Afrique multiplie x 5 sa production des biens alimentaires d'ici à 2050 pour combler son déficit nutritionnel et faire face à la croissance de sa population. Pour que l'Afrique puisse développer son agriculture et nourrir sa population convenablement, elle doit également durablement protéger ses marchés de la concurrence des pays plus compétitifs, au premier rang desquels les grands pays émergents, tels que la Chine, le Brésil et l'Inde. Sur les marchés africains, le poulet brésilien est souvent plus présent que le poulet local. Au Mali, le riz malien est vendu plus cher que le riz thaïlandais, parce qu'en Asie et en Amérique latine, les cultivateurs ont considérablement amélioré leur récolte. Dans les débuts des années 1970, l'Asie s'est donné les moyens d'une spectaculaire révolution verte, tandis qu'on assistait à un recul relatif de l'agriculture africaine. Plusieurs explications peuvent être avancées pour comprendre ce phénomène. Le désengagement des politiques d'aide au développement dans le domaine de l'agriculture, notamment du fait de la Banque mondiale, les effets pervers des programmes d'ajustement structurel prescrits par le Fonds monétaire international, avec une baisse massive des droits de douane et le démantèlement des chétifs politiques de soutien aux filières agricoles africaines. Sans oublier bien sûr les effets du manque d'infrastructures, de transport ainsi que ceux des conflits de toute nature qui se sont multipliés après des décennies sur le continent. L'agriculture en Afrique, avec 65% de la population active et plus de 30% du produit intérieur brut, est la donnée incontournable du présent et du futur du continent. La priorité doit être donnée à l'agriculture, qu'elle soit destinée à l'autoconsommation ou à l'exportation vers d'autres pays. Et cela passe par des politiques agricoles bien établies, qu'il s'agisse des infrastructures liées au transport, à l'irrigation, à l'électrification, la formation de la mise à disposition des engrais et des semences ou de l'organisation des filières de production, de transformation ou de commercialisation. Le sous-investissement et le désintérêt de la part des gouvernements et donateurs internationaux contribuent à l'appauvrissement des rendements des agriculteurs africains. On ne soulignera jamais assez l'importance de l'agriculture pour l'avenir économique de l'Afrique. Capable de nourrir sa famille, l'agriculteur africain est également en mesure de nourrir le continent, si et seulement si on lui en donne les moyens. Merci à Michel Zili pour ce reportage. Place au débat et nous ouvrons avec vous, notre Kenya. Quand on parle de subventions agro-pastorales, on voit tout de suite, et parfois uniquement la distribution de semences, intrants et autres. Pour vous, Monsieur Kenya, vous qui êtes un homme de terrain, comment est-ce qu'on peut apprécier la subvention agricole de manière globale de nos jours ? Disons que nous avons déjà le problème des GIC malaides, le problème des GIC de bureau qui constituent un sérieux handicap. L'agriculteur travaille dans des conditions extrêmement pénibles. Et quand parfois même ces aides arrivent, c'est comme si c'était une faveur qu'on était en train de lui accorder. C'est dommage. Nous avons le cas du scandale de maïs. Nous avons eu des situations dans l'Union et que par exemple, où quand le maïs est arrivé, des gens comme ça ont gardé pour donner à leurs frères, d'autres ont abandonné ça dans les bureaux. C'est une situation qui est extrêmement dommageable quand on sait que les pays comme les États-Unis, la France, l'Allemagne là-bas, la subvention est au cœur des politiques publiques. Lorsqu'on dit subvention, ce sont des aides directes qui parviennent aux producteurs pour qu'ils puissent soutenir durablement ces activités en termes de technologie, en termes techniques, en termes d'outils, en termes d'appui à la conservation, en termes d'appui à la transformation et même à la commercialisation. Toutes les chaînes de valeur sont prises en compte.
Alors, on parle par exemple de distribuer les semences. À quoi cela sert-il? De donner les semences aux producteurs lorsqu'il n'a pas les moyens pour pouvoir gérer cette production. C'est-à-dire, une fois le maïs arrivé à maturité, il n'a pas de séchage, il n'a pas de sirop pour la conservation, les moyens pour acheminer vers le marché déjà est inorganisé, le marché est désarticulé. Avec cela, je dis, même s'il avait toute la volonté de bien produire, l'environnement lui est défavorable pour continuer. Ne parlons pas des outils quand ils relèvent d'un autre âge. Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt comment dire, les outils, c'est des tracteurs, c'est la traction animale, la traction motorisée et autres. Donc, cette problématique de la subvention chez nous reste encore. C'est bien qu'il y a des facteurs qui entrent en compte, à savoir la pression de la Banque mondiale avec la crise des années 90 qui a amené l'État à se désengager de tout le circuit. Mais le peu de ressources qui est resté pouvait être organisé de manière que l'agriculteur lambda puisse se sentir vraiment dans sa fonction. Et allant dans ce cas, vous avez dans des villages où l'agriculteur ignore le poste agricole à côté. L'agriculteur ignore la délégation d'arrondissement. Il y a une rupture entre les agriculteurs et les services publics. Et ça, je dis bien, ce sont des choses qu'il faut revoir. Donc, les politiques publiques en matière d'appui, il ne suffit pas d'appuyer 2, 3, 4 personnes pour dire qu'on a subventionné. Il doit avoir une politique à large échelle de manière que ce soit les agriculteurs qui puissent le répercuter. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine, pas seulement chez nous au Cameroun, mais un peu partout en Afrique, parce que les agriculteurs travaillent dans des conditions, disons, inhumaines. On a parfois l'impression que c'est l'esclavage moderne. Merci à vous. Notons. Alors, Bernard Djonga, vous allez réagir à la précédente question sur l'appréciation des subventions agricoles. Et l'autre question, comment les systèmes, les gouvernements et les services financiers peuvent-ils se préparer face aux exigences du financement agricole? Non mais Juliana, vous allez loin. Je pense que quand on parle de subventions, il serait intéressant de repréciser pourquoi il faut subventionner. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on conçoive la subvention comme quelque chose qui est indispensable au décollage de ce que nous avons appelé, et vous l'avez si bien dit, les exploitations familiales. Alors, si vous permettez, je veux relever quelques éléments pour repréciser pourquoi subventionner notre agriculture est la principale voie, est la voie essentielle pour pouvoir faire le décollage de notre production agricole. Je vais vous donner quelques raisons. En restant en milieu rural, vous allez constater que nos producteurs en Afrique subsaharienne sont extrêmement pauvres. Ils n'ont pas la capacité d'investissement. Et quand on parle d'investissement, il ne faut pas aller croire que les paysans doivent investir dans la construction de magasins et autres. Je vous dis non. Rien que le fait d'augmenter les superficies cultivées et de s'assurer que sur le plan de l'itinéraire technique, ils respectent la productivité de cette superficie, c'est tout un problème pour les petits producteurs. Ils sont pour une grande partie pauvres en milieu rural. Il faut le reconnaître. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, mais on devrait subventionner parce que quand vous regardez la diversité des méthodes d'accompagnement qui existent actuellement, qui existent aujourd'hui en Afrique subsaharienne pour ce qui concerne les exploitations rurales. Mais les résultats sont médiocres. Les résultats sont insatisfaisants. Ça veut dire qu'il faut faire différemment et revenir à la réalité de cette pauvreté des producteurs et de leur apporter. Troisième raison, j'en ai 8, Juliana, si tu me permets d'avancer. Je vous en prie. Troisième raison, mais comment vous pouvez imaginer que dans un milieu rural où les gens sont pauvres, une activité économique ne peut pas être rentable. Une activité sociale ne peut pas être socialement rentable. Parce que si vous devez participer à une tontine, il faut que vous réussissiez votre activité économique, que ça vous donne les ressources que vous allez pouvoir épargner. Si l'activité économique ne peut pas réussir, ça veut dire que l'activité tontine ne peut pas marcher. Imaginez un paysan qui est incapable de jeter 10 francs, 100 francs à l'église. C'est une responsabilité sociale. Ouais. Mais s'il ne peut pas, donc même sur le plan social, il est affaibli. Là, je passe outre les problèmes de l'éducation et les problèmes de la santé. Donc, il y a une nécessité de recapitaliser notre milieu rural
pour enclencher une dynamique économique dans le dit milieu, afin qu'on puisse espérer donc mettre en place un ensemble d'activités économiques et sociales qui puissent être viables. C'est la troisième raison. Mais il y a une autre raison. Je prends le cas du Cameroun. Et ce que je dis là, c'est la moyenne, puisque je veux citer le cas du Niger qui est encore plus bas. Ouais. 40% de nos populations vivent de l'agriculture, sont pauvres. 40%. De ces 40%, 60% de nos pauvres sont en milieu rural. Et de ça qu'il s'agit. Donc, si on veut impliquer le grand nombre dans la dynamique de production, forcément, il faut les mettre au travail. Et comme je l'ai dit tantôt qu'ils sont pauvres, il faut passer par les subventions. Autre chose, mais dites-moi, quel responsable politique n'a pas envie d'éradiquer la pauvreté dans son pays? Donc, si on veut éradiquer la pauvreté, il faut bien mettre les pauvres au travail. Donc, il faut leur apporter des subventions. Ouais. Vous comprenez très bien que on revient toujours sur le mot subvention. J'espère que d'ici la fin de cette émission, j'aurai dit comment, pourquoi, où, quand et comment. Et combien. J'aurai le temps de pouvoir le dire. Mais je n'ai pas fini. Je vous en prie. Quand vous imaginez que le système d'encadrement agricole administratif n'est que fait de lourdeurs. Il n'y a que les lourdeurs. Ça veut dire qu'il n'y a que subvention. J'ai bien aimé l'interlocuteur de tout à l'heure qui l'a dit. Subvention directe. On supprime une bonne partie des lourdeurs. On touche directement le producteur. On n'a plus de chance. Et s'il vous plaît, mais il y a cette nécessité de placer le milieu rural au centre de notre développement. Ouais. Et si vous voulez le placer au centre de notre développement, il faut investir en milieu rural, faire en sorte que les paysans dont on parle, leur capital, et ils en ont, c'est d'abord leur force de travail. Allez voir les muscles de certains paysans en milieu rural. Ils n'ont pas fait, je ne sais pas comment Jean-Pierre appelle ça, ils n'ont pas fait les exercices qui leur permettent d'avoir des muscles. Il y a des familles nombreuses, ce qui constitue une ressource humaine. Ouais. Et donc, mettons cette main-d'œuvre au travail. Je ne sais pas si vous imaginez. Or, nous avons dans notre milieu rural des paysans qui ont la volonté de travailler, mais qui n'ont pas les moyens. Et ils sont le grand nombre. Et nous voici, on est en ville, on attend d'être nourri avec les pauvres qui sont en milieu rural. Donc, il y a une nécessité qu'on apporte des subventions, puisque j'ai commencé par dire qu'ils étaient pauvres pour qu'ils puissent se mettre au travail. Je crois que j'ai un peu dessiné le contour. Ce problème de subvention, je suis désolé Juliana, ça ne devrait pas se négocier. C'est le passage obligé. Ça ne devrait pas se négocier. Je pense qu'on va y revenir. Je m'arrête là pour le moment. J'espère que je me suis fait comprendre en représentant quelle est la place des subventions. Et je vais plus loin. Subvention directe. Parce que dans tout ce que nous avons connu jusqu'à maintenant, des fonctionnaires malins, des systèmes malins ont mis en place un système de subvention indirecte qui n'arrive jamais aux producteurs en milieu rural. Parce qu'il y a ce tissu de corruption, de détournement qui existe et qui fait en sorte que les subventions dont on nous parle, ça n'arrive pas entre les mains des producteurs et ça ne réussit pas à enclencher la production des vivres dont nous avons besoin pour nous nourrir en ville. C'est vrai que dans la préparation... merci Bernard Djonga, c'est vrai que vous avez ouvert un chapitre qui était prévu, ou du moins pas tout de suite. C'est vrai que dans la préparation de l'émission, il était question que cette édition se fasse comme une force de proposition pour nos gouvernants, car si on veut bien voir les choses et regarder dans le rétroviseur, c'est sûr que les plans d'ajustement structurel n'ont pas beaucoup aidé les pays africains, qui malheureusement n'ont pas appris à tirer les leçons de ce qui s'en est suivi comme crise dans le milieu rural, notamment agricole. Jean-Pierre Emele, pour aller dans le même ordre développé par M. Djonga tout à l'heure, pourquoi subventionner l'agriculture? Peut-on le faire de manière échelonnée? Cette question, et après on reviendra dans les généralités. Oui. Déjà, vraiment, j'abonde dans le sens des deux précédents intervenants, c'est-à-dire M. Kenya Yaoundé et M. Bernard Djonga ici, présents, pour dire avec force qu'il n'est pas possible d'imaginer une agriculture non subventionnée. Pourquoi? Parce que l'agriculture, je l'ai souvent rappelé sur ce plateau, joue une fonction économique, une fonction sociale, une fonction écologique. Il n'est pas imaginable de laisser le fardeau de
ces fonctions être portées par des gens qui vont en guenilles, qui n'ont pas 100 francs en poche, c'est une honte. Donc la subvention, c'est le minimum qu'on doit à l'espace rural. Maintenant, les synergies qui existent entre la ruralité et les zones urbaines font que, de manière obligatoire, lorsque les gouvernements décident de ne pas subventionner sérieusement leur agriculture. Alors je ne veux pas dire s'aligner sur les fameux 10% de Maputo, qui sont finalement pour moi relativement faibles, parce que les potentialités agricoles dans des différents pays qui étaient concernés par cette idée qui a été développée à Maputo, que chaque gouvernement devait apporter 10% de son budget à l'agriculture, oubliait qu'il y avait des pays pour lesquels il fallait peut-être 15 ou 20%. Quand on regarde l'effet de levier que pourrait produire la subvention au niveau économique et social. Donc vraiment, y aller de manière progressive, oui, bien sûr, parce qu'on ne peut pas tout faire en un jour. Mais avoir une politique déterminée pour subventionner et bien savoir que les États africains doivent avoir la capacité à contrôler le financement international qui arrive dans les différents pays et qui est destiné à l'agriculture avec des conditionnalités qui sont assez compliquées quelquefois et qui peuvent être une porte ouverte pour dévier les subventions pour qu'elles n'atteignent pas leur vrai objectif. Donc là, c'est quelque chose de patent et de regrettable. Alors, vous parlez de la subvention internationale, ce qui me permet d'interroger Pierre-Paul Moubitan sur la question. Monsieur Moubitan, pour vous qui avez beaucoup voyagé, il y a un député démocrate des États-Unis qui avait estimé à une époque que les subventions octroyées aux agriculteurs du monde développé possèdent un pouvoir destructif sur la production africaine et même mondiale parce qu'elles encouragent la surproduction et qu'elles ont un effet de distorsion sur les coûts mondiaux des produits de base. Finalement, M. Moubitan, est-ce que, en dépit de tout, l'agriculture africaine ne bénéficie pas d'une certaine façon de ces subventions internationales et quel peut être l'impact de ces subventions-là sur la subvention, entre guillemets, qui peut être locale, la subvention politique notamment? Bien. Je voudrais d'abord dire que je partage intégralement les observations des uns et des autres tout à l'heure. Et je voudrais, tout en parlant aussi de ce que le président du CRAC a évoqué tout à l'heure, à savoir Non, c'est M. Imele qui a parlé de 10% de Maputo. Mais il n'y a pas que les 10% de Maputo, il faut aussi ajouter les crédits qui sont destinés à l'agriculture africaine par la Banque mondiale et les organismes internationaux en charge du financement. Il faut par exemple, pour notre mémoire, nous rappeler que ces crédits n'ont fait que diminuer au fil des ans. Par exemple, nous sommes passés de 78 en quelques années plus tard de 38% de crédits accordés à l'agriculture en Afrique par la Banque mondiale. On est passé à 12% et jusqu'à 7% en l'an 2000. Alors regardez, quand vous ajoutez donc cela aux 10% de Maputo souhaités mais non réalisés encore jusqu'à maintenant, quand vous ajoutez tout ce que le président du CRAC a dit tout à l'heure, vous vous rendez compte que, je vais tout de suite dire avec M. Kenyé aussi, que c'est comme si c'était l'esclavage moderne. Et cela, c'est très grave. Je voudrais citer quand même, parce que je suis certes un paysan agriculteur, mais il m'arrive aussi souvent de lire les livres sacrés. J'ai appris dans la Bible, par exemple, que le premier métier que l'homme, qui a été destiné à l'homme dès son apparition sur la terre, c'était l'agriculture. J'ai aussi lu quelque part, je crois que ça doit être dans l'Ecclésiaste, toujours dans la Bible, que même les rois, les plus grands rois, sont tributaires de la campagne. C'est-à-dire, quel que soit ce que vous êtes obligé de vivre grâce à l'activité de la campagne, donc de la zone
rurale. Ceci dit donc, si nous partons donc de cela, nous devons considérer que nous ne devons pas regarder ces problèmes en observant seulement la subvention. Il faut aussi se poser la question de savoir qu'est-ce que, si nous subventionnons notre agriculture dans nos États africains, qu'est-ce qu'on encourt? Qu'est-ce qu'on perd? Il faut se poser très bien cette question. Sommes-nous capables de le faire? Parce que ça fait depuis des années, je suis sûr, que M. Imele en parle. Et pour M. Bernard Djonga, je le sais, depuis des années, il en parle. Nous continuons à en parler jusqu'à maintenant. Il faut réussir à se poser cette question. Est-ce que les dirigeants africains sont capables de prendre la décision, chacun individuellement dans son pays, désormais de financer, si vous voulez, de subventionner l'agriculture? Alors, si ils sont capables, je souhaite qu'ils le fassent le plus tôt possible. Mais maintenant, s'ils ne sont pas capables, nous n'allons pas être éternellement en train de dire subvention, subvention, alors que nous savons que c'est impossible. Parce que le silence qui est observé par rapport à cet appel du tréfonds des terroirs africains pour le soutien à l'agriculture, et cet appel qui n'est pas entendu, il n'y a pas de réponse, il y a deux choses. Soit les gouvernants africains sont des cyniques qui veulent absolument que leur population vive dans la misère. Et quand je parle de misère, je parle d'abord de l'incapacité de se nourrir convenablement. On parle, lorsqu'on veut parler de la quantité, ou si vous voulez, de la nutrition, on parle en termes de calories. Vous savez par exemple qu'un Américain mange par jour 3300 et poussières de calories par jour. Mais un Africain, pendant ce temps, il est à 2000, autour de 2000. Rien qu'à travers la quantité de calories que consomme celui qui est appelé à déployer beaucoup d'énergie physique, vous comprenez qu'il y a déjà un décalage énorme. Alors, il faut nécessairement que nos États, parce que Juliana, vous avez parlé de propositions, moi je crois que je préfère aller tout de suite là-dessus, il faut que nos États, personne, aucun chef d'État africain qui décidera de financer l'agriculture de son pays ne se verra renversé par son pays. Je ne sais pas là où ils partent souvent chercher les soutiens. Les soutiens, même sur le plan politique, c'est lorsque tu mets tous les moyens possibles pour que ta population se nourrisse convenablement. Et moi, je ne crois plus aux subventions qui viennent de l'extérieur, parce que l'Occident, par exemple, n'a pas besoin que l'Afrique s'émancipe, se libère, mange convenablement, car si vous mangez convenablement, vous êtes davantage intelligent, et si vous êtes davantage intelligent, vous devenez un danger pour la concurrence déloyale qu'il y a actuellement dans le monde. Donc voilà ce que moi je dis comme premier jet de mon intervention. Merci à vous, Pierre-Paul Moubitan. Alors, notons Kenyé, toujours sur ces questions relatives au soutien des agriculteurs. Monsieur Moubitan avait souvent proposé comme solution le développement des voies de communication, notamment les routes. Cela était déjà une forme de subvention. Je vous adresse donc la question pour aller dans ce sens. Quelles sont les formes de subventions qui peuvent exister? Comment subventionner l'agriculteur, notamment les premiers concernés, ceux qui sont à la tête des exploitations familiales ou des petits agriculteurs? Je vais d'abord mettre un accent déjà sur le fait que le monde agricole ne soit pas organisé. Les agriculteurs ne soient pas formés. C'est un très gros handicap. Ils sont source à toutes les manipulations. Ils sont vulnérables, exposés à tous les maux, à tous les cancers sociaux que nous décrions. Prenons par exemple les médecins. Il y a un ordre national des médecins. Quand je voulais parler de la médecine, cet ordre est l'interface. Or, au niveau de l'agriculture, je vous assure, c'est quand on a échoué partout qu'on peut brandir quelque part qu'on est agriculteur.
Et tous ces rapaces sont à la recherche des projets dans les ministères. Dès qu'il y a un projet quelque part, ses copains, copines, amis, petits frères, cousins, cousines qu'on met au devant avec le phénomène des GIC et des coopératives mallettes quand ce n'est pas GIC et coopératives de bureau. J'ai dit aujourd'hui, les paysans sont de plus en plus réfractaires à l'administration parce qu'ils se sentent abandonnés. Allant dans ce sens, nous avons tenu en 2009, le 8 janvier, à la Chambre d'agriculture, un séminaire national sur le financement des activités agro-pastorales au Cameroun. Nous ne croyons pas beaucoup à l'aide extérieure parce que votre concurrent ne peut pas vous financer pour pouvoir lui faire concurrence. Nous avons pensé à l'approche endogénique, à l'endogénisme, c'est-à-dire on peut déjà commencer par mobiliser les ressources internes pour les déployer de manière que les autres ressources viennent en complément. À la suite de ce rapport, à la suite de ce séminaire, nous avons porté nos rapports acquis de droit. Il en a découlé les premières annonces de la Banque agricole et la Banque de la petite et moyenne entreprise. Dieu merci, déjà l'une a commencé aujourd'hui. La Banque agricole peine encore à se mettre en place. Mais nous pensons qu'il faut déjà dans un premier temps que le monde agricole soit organisé et que n'importe quel truand ne se lance plus, n'aborde plus la casquette d'agriculteur pour aller spolier les ressources que les États, bien qu'elles soient minimes, bien qu'elles soient insignifiantes déjà, mettent à la disposition de l'agriculture. Il y a encore quelques jours, nous travaillons dans le cadre du programme ASEFA. Une conseillère de zone a dit qu'elle était dans une localité hautement délicate de la ville de Yaoundé parce que les pressions étaient extrêmement fortes. Nous lui avons dit, madame, vous devez porter le message des producteurs. Vous devez aller identifier les agriculteurs dans leur exploitation. Je parle moi-même en tant qu'agriculteur du côté de Fébé Village où j'y vais avec machette et où, ce qui relève d'un autre âge. Donc, pour que ce problème soit réglé, il faudrait d'abord que le monde agriculteur soit organisé. Et pour qu'il soit organisé, il faut déjà qu'on mette sur pied le statut de l'agriculteur. Qui est agriculteur? Qui ne l'est pas? On doit toiletter ce monde-là. Enlever tous les bandits, tous les rapaces. Comme a dit ici Pierre Paul Maubitan, l'agriculture est la fonction la plus noble de la terre. Oui. Tous les croyants, tous les spirituels disent tout commence par la terre et finit par la terre. C'est un métier sacré. C'est pas quand on a échoué partout qu'on doit rentrer dans ce monde-là. Et déjà, il y a encore, au mois de juillet 2013, nous avions déroulé le projet de l'Ordre national des producteurs du Cameroun. Et actuellement, on est en train de mener un travail de fond sur le statut du producteur. À ce moment, quand l'ordre aura été mis en place, maintenant, il y aura un interlocuteur qui pourra parler avec l'État. Si déjà ça ne va pas, on dit, monsieur, État, tel programme, on n'est pas d'accord, restez. Il faudrait que les agriculteurs aient leur mot à dire dans les fonds qui leur sont alloués. Et même lorsqu'on aura mis sur pied la banque agricole tant annoncée, il faudra qu'on nous dise pour de vrai la place des agriculteurs au niveau du conseil d'administration, au niveau du comité de crédit et des différentes instances de gestion. Sans cela, ce n'est pas possible. Lorsqu'on veut parler de la subvention aujourd'hui, un agriculteur doit être aussi aux commandes pour avoir son mot à dire. On ne peut pas parler en lieu et place de quelqu'un lorsqu'il est absent et prétendre avoir la solution miracle à leurs problèmes. Je suis désolé, un fonctionnaire dans les murs climatisés ne connaît pas la réalité du monde rural. Il faut souvent leur demander, avez-vous déjà travaillé sous la pluie? Avez-vous déjà travaillé sous le soleil? Avez-vous été blessé lorsque la température est à 37 degrés? Avez-vous parcouru 3-4 km avec un sac sur la tête? Avez-vous toutes ces questions? Il n'y a que le producteur pour pouvoir répondre. Alors, cessons d'infantiliser les producteurs. Nous connaissons qui est producteur et qu'on puisse lancer. Je ne parle pas ici de la Simagri qui a eu lorsqu'il fallait faire des élections au niveau de la Chambre d'agriculture, où on revoit les mêmes qui étaient aux commandes dans les gouvernements partout, rentrer se constituer en agriculteurs pour briguer les postes et mettre les vrais agriculteurs de côté. Le problème de la subvention ne peut être réglé que lorsque l'agriculteur lui-même est sur la table parce qu'il connaît mieux ses problèmes. Donc,
les premières solutions que nous proposons avant de toucher au problème de l'argent, il y a d'abord le problème du statut du producteur et le problème de l'ordre national des producteurs. Ça d'abord, c'est un premier point. Une fois que ce problème est réglé, à ce moment, les producteurs vont pouvoir exposer d'une seule et même voix leurs différents problèmes et en face, le gouvernement maintenant pourra répondre. Et je vous assure, cette méthodologie, aussi simple qu'elle puisse être, permet de combattre les lourdeurs dont tous les panélistes ont parlé tout à l'heure et la subvention est directe. S'il y a 10 francs pour un producteur du côté de Ngogma Poubi, du côté de Makelele, du côté de Bamenju ou du côté de Tiolure, le producteur reçoit ces 10 francs. Il n'est plus question que l'argent transite et sur 1 million qui lui a été réservé, il reçoit en fin de compte 200 000 francs. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Donc pour que je me résume, deux premières équations apparaissent ici urgentes. Le statut du paysan. Pour qu'on toilette, il faut que tous les mercenaires, tous les bandits du monde agricole soient évacués et que ne soient considérés producteurs qu'un véritable producteur. Les producteurs se connaissent. On ne peut pas les tromper. Dans les campagnes, ils se connaissent entre eux. Qu'on ne fasse plus des similacres tels qu'on a vu avec l'histoire de la chambre des élections, où nous, producteurs, parce qu'on n'a pas les moyens, nous avons été exclus de différents collèges. Ce n'est pas possible. Et qu'un ordre soit mis sur pied. Cet ordre pourra dire les différents programmes qui existent, on peut les rassembler autour d'une structure unique, qu'on appelle banque agricole ou font n'importe quoi. Lorsqu'il y a de l'argent à sortir, les agriculteurs posent leurs problèmes et on intervient, ils ont des solutions et je vous assure, ce problème sera réglé d'un coup. On peut relever la production, atteindre la sécurité et la souveraineté alimentaire avant 10 ans. C'est possible. L'émergence dont on annonce pour 2035, on peut le faire le plus rapidement possible si les acteurs de terrain sont directement touchés. Et je me réjouis de ce que le président du CRAC parlait tout à l'heure des dynamiques sociales. Vous voyez, ça rejoint en tout mot la socionomie dont j'ai parlé la dernière fois, l'étude des dynamiques sociales de production. Le producteur doit être l'élément principal et c'est pour cela que l'université agricole s'attelle à ce que ce savoir descende des amphis pour rentrer jusqu'au plus bas fond des campagnes. On doit cesser de penser qu'être paysan est une injure. Regardez un peu en ville quand quelqu'un veut se moquer de vous, fils de paysan, espèce de planteur, villageois. Ces stéréotypes doivent disparaître. On doit remettre la noblesse aux nobles qui sont des paysans, grâce à qui nous avons la vie, grâce à qui nos États sont debout, grâce à qui l'Afrique est en marche, malgré tout le reste dont je ne peux pas citer. Merci à vous, Noton Kenyé. Il n'y a que pour justifier le laxisme au niveau de la gestion de nos, j'allais dire, les agglomérations, non, de la cité. Vous parlez bien sûr voilà, j'allais dire les gestions paysannes. Vous parlez, pourquoi pas, de nos villages et autres. L'on estime souvent que, puisqu'il s'agit d'un secteur, son caractère informel fait que malheureusement l'État ne s'y implique pas beaucoup. On va revenir sur le débat tout à l'heure, mais on prend la direction du Standard. Il y a le pasteur Soua qui nous appelle depuis le Ghana. Bonsoir pasteur Soua et bienvenue. Bonsoir Juliana, bonsoir le panel, bonsoir l'USP en difficulté. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous encore. Je vais dire ce soir l'agriculture en Afrique, pour dire que c'est compliqué et c'est difficile. Parce qu'il y a un problème de moyens et de financement et il y a aussi un problème de manque de volonté politique. En Côte d'Ivoire, comme ça, il y a une structure qu'on appelle CNRA. Et cette structure est chargée également de faire des recherches scientifiques et des recherches de sorte de trouver également des plantes et aider réellement les agriculteurs. Mais en réalité, ça ne se fait pas. Donc, aujourd'hui, avec tous ces produits que nous mettons dans les plantes, mais ça a des effets néfastes et des effets secondaires sur l'être humain et surtout l'être africain. Aujourd'hui, nous voulons produire plus d'aliments, nous voulons produire plus. Mais est-ce que dans les années 1970, dans les années 1980, nos parents, comment ils vivaient? Je pense qu'aujourd'hui, ces méthodes peuvent être pensées, on peut réfléchir à ces méthodes et voir comment l'Africain peut manger ce qui n'est pas toxique. Parce que tout ce que même la nourriture, la viande qui est importée aujourd'hui de l'Europe un peu partout, les pâtes de bœuf, tout ça,
c'est pas de la bonne viande, parce qu'on ne sait pas d'où vient cette viande, mais elle est contaminée et aujourd'hui, elle nous rend malades. Donc, il faudra aujourd'hui que nos chercheurs scientifiques qui sont en Afrique ici puissent vraiment faire asseoir des sommes pour réfléchir comment l'agriculture africaine, notre agriculture, peut également à la manière des Africains et aider vraiment les Africains et nous puissions avancer. Quand tu vois ici au Ghana comme ça, ici au Ghana, les gens aiment vivre naturel. Et ça fait que les gens ne tombent pas malades n'importe comment et n'importe quoi. Donc qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Donc la question revient toujours aux hommes politiques de pouvoir aider les gens. Si on doit faire une agriculture traditionnelle ou une agriculture modernisée ou industrielle, il faudrait que ces hommes restent pour penser, pour réfléchir et voir comment nous ne serons pas contaminés. Que le Seigneur bénisse cette ma contribution par ce soir. Merci. Merci, Pasteur Soa, pour votre contribution. On va au Cameroun. Monsieur Tanle est en ligne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Tada. Je salue le panel et merci de m'accorder quelques minutes d'intervention. Je voudrais aborder cette situation agricole sur 2 points. Premier point, s'il vous plaît. Vous mettez tous les pays africains dans le même panier dans leur système agricole. Je pense que ce n'est pas juste. En Afrique du Sud, l'agriculture est, l'État prend en charge, est subventionné. Au Zimbabwe, l'agriculture est subventionnée. J'ai été en Tunisie, au Maroc. J'ai vu comment l'agriculture est hautement mécanisée. Vous trouvez des hectares à vue d'avion, vous trouvez des hectares et des hectares quadrillés à cause des cultures. Et disons simplement que dans ce cas-là, on se rend compte que l'État prend en compte la mécanisation de l'agriculture. Deuxième point, pour revenir sur mon cas, le Cameroun. J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Regardez par exemple, avant les années 82, nous voyions là où nous allions avec les différents plans quinquennaux, avec des objectifs précis. Aujourd'hui, on parle au Cameroun de l'émergence en 2035. Où est le schéma de l'émergence? Quels sont les objectifs de l'émergence sur le plan agricole? Vraiment, pour moi, sur le plan agricole en particulier, et sur d'autres secteurs en général, cette émergence est une grande utopie. Alors, puisque je suis sur la même lancée, qu'est devenu le NCPD? À l'époque, mon papa avait des tridents, des brouettes, des pelles, parce qu'il produisait une centaine de tonnes de café par an. Il avait droit. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu? Merci de m'avoir accordé la parole. Merci une fois de plus. Merci à vous, hein, Monsieur Tanle. On va, pourquoi pas, livrer ces quelques messages d'internautes avant de retrouver le panel pour la suite du débat. Il y a Nondi Aoteb qui dit « Tous nos dirigeants sont d'abord victimes de mendicité, ainsi que nous et déjà nos enfants. L'heure est plus que jamais à la libération mentale. Ensuite, nous pourrons réfléchir à nos problèmes et non plus adopter les solutions de l'ONU. L'ONU, c'est tout le gros tas de maladies avec lesquelles ils nous infectent et nous infestent. Oh là là. En tout cas, merci à vous. J'espère que c'était toujours dans le cadre du sujet. Bien sûr, on parle de la subvention de l'agriculture. Je me retourne vers vous. Maintenant, Djanga, avec M. Emile tout à l'heure, on parlait de la subvention échelonnée. À supposer que l'on parle d'une agriculture vivrière à l'agro-industrie. Est-ce qu'on peut établir les priorités? D'ailleurs, même il y a un problème posé par M. Kenny tout à l'heure au niveau des statistiques, les chiffres. Vous avez souvent revendiqué cela également sur les différents plateaux d'Afrique Média. Est-ce que les stats en la matière sont maîtrisés? Sur quelle base s'appuie-t-on pour soutenir? Bon, je commencerai par dire que les statistiques n'existent presque pas. Ouais. Et celles qui existent sont discutables, ne sont pas fiables en tant que telles pour pouvoir autoriser une quelconque planification. Alors, je reviens au premier élément de votre question pour dire ceci, et je profiterai pour répondre aussi à la question que vous avez posée concernant le comment subventionner. Ouais. Alors, c'est pour dire ceci, je pense que l'interlocuteur tout à l'heure, il a un peu fait allusion à ça quand il disait que les pays ne se ressemblent pas, ça c'est vrai. Et quand vous arrivez dans un pays donné, les régions ne se ressemblent pas. Ce qui veut déjà dire que... Vous permettez, j'ai oublié juste d'apporter une précision par rapport à la préoccupation de M. Tanle tout à l'heure. Il a bien évidemment raison.
En général, les questions intéressent plus l'Afrique subsaharienne et à cause du passé, j'allais dire colonial, c'est souvent en général beaucoup plus l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale qui malheureusement sont les dernières régions du monde, reconnaissant que l'Afrique australe, tout comme l'Afrique du Nord, est assez avancée. Donc, je vous permets de continuer, M. Djonga. Alors, je dis donc, quand on arrive dans un pays donné, les régions ne sont pas les mêmes. Ouais. Quand je prends l'exemple du Cameroun, on sait tous que le Cameroun a 5 grandes zones agroécologiques. Ça veut dire que s'il faut subventionner, il faut tenir compte de ces 5 grandes zones agroécologiques. Ouais. Ça, c'est le premier élément de généralité que je pourrais évoquer. Deuxième élément de généralité, quand vous arrivez dans ces grandes zones agroécologiques, s'il faut subventionner, il faut bien évidemment tenir compte des capacités, des caractéristiques de production de chacune de ces zones. Ça, c'est d'un. De deux, il faut tenir compte du niveau de vie des populations de ces zones. De manière très banale, pour ceux qui connaissent un peu le Cameroun, je dirais volontiers que si vous voulez subventionner l'agriculture à l'ouest, vous ne pouvez pas avoir les mêmes considérations que vous accordez une subvention aux producteurs dans l'est. Donc, c'est deux régions suffisamment différentes pour qu'on puisse pouvoir prendre en compte les besoins réels, la situation réelle des populations dans ces régions. Alors, bien évidemment, il y a aussi un autre élément que je ne peux pas laisser tomber. Si on doit subventionner, il faut qu'on choisisse, qu'on sache très bien si on apporte les subventions aux cultures industrielles ou bien aux cultures vivrières. Donc, vous voyez que même à ce niveau-là déjà, les subventions qu'on apporterait aux cultures industrielles sont par définition et par réalité différentes que les subventions qu'on apporterait aux cultures vivrières. C'est pourquoi j'insiste sur ma question au niveau des priorités. Autre élément, maintenant, les priorités. Ouais. Alors, les priorités, je vais vous donner 5 cas. On peut choisir de subventionner rien que les produits qui font l'objet des importations. Je prends le cas du riz. Ouais. Parce qu'en subventionnant le riz, on économise sur les devises qui servaient à pouvoir l'importer. Donc, c'est un choix qui concerne les subventions. On peut choisir de subventionner les produits qui enclenchent une dynamique de production dans d'autres secteurs. Quand je prends le cas du maïs, par exemple, le maïs est consommé, c'est vrai, mais le maïs aide aussi à la dynamisation de l'agriculture. Ouais. Donc, on peut dire qu'on choisit les spéculations qui permettent d'enclencher d'autres types d'activités dans d'autres domaines de production. Ça fait le deuxième choix. Ouais. Le troisième choix, on peut dire, on subventionne les produits qui entrent directement dans l'alimentation des populations. Si on va à l'ouest, on va voir le maïs. Si on est dans le centre, on va voir le plantain, ou bien le manioc à l'est, ou bien le mil ou le sorgho à l'extrême nord. On peut choisir. On peut aussi dire ceci, là, ici, au 4e niveau, on subventionne les produits qui permettent de réduire la pauvreté. Là, dans ce cas de figure, on identifie les poches de pauvreté qui existent dans un pays donné et on apporte les subventions là où se trouvent ces pauvres. Parce qu'on a fixé un objectif précis qu'on voudrait atteindre à travers la subvention. Bien évidemment, il y a un autre cas de figure qui est le souci de la rentrée des devises. Ouais. On peut dire qu'on subventionne les produits qui permettent les rentrées de devises. Donc, dans ce cas de figure, l'autoconsommation importe peu. C'est parce qu'on a fait un choix. Là, on est dans l'agro-industrie, forcément. Non, pas dans l'agro-industrie. Je suis encore au niveau de la production. Ouais. Je vais y revenir tout à l'heure, puis c'est un autre cas de figure. Je suis au niveau de la production. Donc, on apporte les subventions aux spéculations qui puissent nous permettre d'apporter les rentrées de devises. Ça peut être le café, ça peut être le caoutchouc, ça peut être les VA. Vous pouvez considérer plusieurs autres situations. Maintenant, pour ce qui concerne les domaines de subvention, je vous ai un peu éclairé pour ce qui concerne les produits. Ouais. Quoi subventionner? Politiquement, on choisit. On se fixe des priorités. Maintenant, pour ce qui concerne les domaines de subvention, on peut subventionner les initiatives de diversification. On peut se dire que, bon, effectivement, il faut qu'on donne la possibilité aux producteurs d'avoir d'autres types de revenus à travers leur production. On subventionne tout ce qui est nouveau dans une région donnée. Je me rappelle cette campagne que nous avons menée avec échec, malheureusement, c'était en 2006, qui était de promouvoir l'introduction de la culture de la vanille au Cameroun. Alors, une production, une subvention d'une culture comme celle-là, ça ne pouvait que faciliter la diversification. On peut subventionner les initiatives qui permettent d'améliorer uniquement la qualité des produits. Vous voyez, c'est-à-dire on décide qu'on
on subventionne des opérations qui permettent d'améliorer la qualité des produits ou bien des situations qui permettent d'améliorer la mise en marché des produits. Ouais. Là, c'est un choix qu'on peut effectivement faire. Ça, c'est le troisième niveau. Je passe au quatrième niveau pour dire ceci. Mais il peut exister deux types de subventions. Il y a ce que moi j'ai appelé subventions directes, c'est-à-dire c'est des subventions qui peuvent permettre la réinsertion des jeunes. Si vous avez un jeune qui n'a absolument pas de fonds, mais on peut dire on le subventionne de manière directe, on lui donne un capital pour qu'il puisse s'insérer dans le secteur de production. On peut subventionner aussi la garantie des prix sur le marché, ou bien l'achat de certains intrants. Ouais. On considère que les intrants coûtent excessivement cher, on apporte une subvention directe aux producteurs pour qu'ils puissent... Tout à fait. Les intrants, ouais. Et bien évidemment, le troisième cas de figure, qui est le cas que moi... mon cas favori, si vous permettez le terme, ce que j'appelle les primes à la production. C'est ce que nous essayons de promouvoir, même dans la politique du CRAS, c'est ce que nous mettons en avant. Ouais. On subventionne sous forme de primes à la production. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on arrive dans une région donnée, on sait que le coût de production d'un hectare de maïs, c'est 425 000 francs, le coût de production d'un hectare de maïs. On dit aux producteurs, on ne leur donne absolument rien au départ, zéro subvention au départ. Mais on dit aux producteurs, tous ceux qui mettront en champ un hectare de maïs, en respectant les conditions techniques qui puissent leur permettre d'avoir 5 tonnes à l'hectare, c'est raisonnable. Ouais. Parce qu'on sait le type de semences que la personne doit utiliser, on sait le type d'engrais que la personne doit utiliser, on sait le type d'itinéraire technique que la personne doit appliquer pour avoir 5 tonnes à l'hectare. On dit ceci, tous ceux qui mettront en champ un hectare de maïs et obtiendront au moins 5 hectares, sur les 425 000 francs de coût de production, on va leur apporter une subvention directe de 350 000 francs. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai dit qu'au départ, c'est zéro subvention. On pousse les paysans à se battre pour entrer dans la production. Ça donne une certaine volonté. Ça donne une certaine envie. Toute chose indispensable lorsqu'on veut réussir une activité de production. Ouais. Ça, c'est d'un. De deux, ça permet aussi aux gens de libérer les fonds qui existent et qu'on n'injecte pas dans l'agriculture. Si vous avez un oncle, si vous avez un frère, vous avez un fils, et que vous avez les moyens, mais vous l'injectez, vous le poussez avec les moyens que vous avez à ce qu'il entre dans la production agricole. Ouais. Si au bout du compte, il récolte ses 5 tonnes, on lui remet les 350 000 francs. Ça lui permet d'enclencher l'année prochaine. Vous voyez donc, on appelle cela subvention à la production, prime à la production. Avec cela, l'État est sûr que si on avait fixé qu'en 2016, c'est un exemple, on devrait augmenter la production du riz, par exemple, au Cameroun, de 40 000 tonnes, on est sûr à 100% qu'à travers la subvention qu'on va donner, on aura les 40 000 tonnes. Je n'ai pas fini. Je vous en prie, permettez-moi de vous arrêter. Hein, oui, ça crépite au téléphone. Monsieur Djonga, on va vous retrouver tout à l'heure. On va d'abord en Libye, d'où nous appelle Monsieur Adama Dia. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, chers panélistes. Bonsoir, chers Africains. Mesdames et messieurs. Vous savez, j'ai souvent entendu dire le Cameroun, par exemple, est un pays en miniature. Moi, je veux dire que c'est l'Afrique qui est un continent en miniature. Seulement, c'est la volonté des politiques de masse, la volonté des politiques politiciens. Vous voyez, dès le XVIIIe siècle, quand ils sont venus, après les découvertes, ils ont trouvé que même si vous semez, par exemple, le feu, ça réussit. Vous voyez, la culture du coton du Burkina est rentrée dans la nouvelle ordre mondiale. Actuellement, il y a des salons de style européen ou occidental qui achètent les produits du coton du Burkina Faso pour. Mais le problème, c'est qu'il faut que les politiques africaines s'investissent. Ça, c'est pas un problème d'agriculteurs, de producteurs ou de. Non. Vous savez, nous n'avons pas la science, non, ni la technologie. Mais la terre ne ment pas. La terre ne ment pas. Produisons africains et consommons africains. Ça ira, Inch'Allah. Je vous remercie. Merci à vous, Adama Dia, qui relevait là le potentiel de terre arable dont possède l'Afrique. Quel que soit ce que vous plantez sur le continent, ce qui est sûr, ça va pousser de manière naturelle. Merci pour votre contribution. On reste au téléphone. Monsieur Imiga nous appelle du Gabon. Bonsoir et bienvenue.
Madame Tada, bonsoir à vos panélistes sur le plateau. Bien, lorsque j'entends tous vos panélistes, Madame Tada, je me demande pourquoi nous ne réussissons pas en Afrique, bon Dieu. Lorsque j'entends vos panélistes, Madame Tada, je me pose une seule question. Pourquoi nos chefs d'État, sachant qu'ils ont des dirigeants qui ne veulent pas du bien de leur peuple, n'appellent pas ces messieurs sur le plateau en catimini? Nos chefs d'État peuvent les appeler derrière. Ils leur disent, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettez un plan d'action et ensemble, nous allons travailler sur ça. J'appelle les dirigeants africains, enfin, je veux dire les chefs d'État africains, de faire cette opération. Laissez vos dirigeants qui ne veulent rien faire. Ces messieurs sur le plateau, je vous assure, ils peuvent sortir l'Afrique, n'est-ce pas, de la misère. Qu'est-ce que nous attendons, cher président? Bonsoir, Madame Tada. Bonsoir à vous, Monsieur Yimga. Pourquoi ne pas lire à nouveau ces messages d'internautes? Vous me permettez juste de me retrouver. Il y a Tidjani Soumana qui dit des champs fertiles, de bonne culture, une sécurité alimentaire et financière, une bonne éducation pour les enfants d'Afrique, une accommodation décente. Ce sont des avantages que peut fournir la terre africaine aux agriculteurs. Nos dirigeants n'arrivent toujours pas à connecter l'agriculture à l'industrie moderne. Merci à vous, Tidjani. Je vous retrouve maintenant, Djonga. On parlait tantôt des chaînes de valeur. Après, la prime à la production, la suite. Oui, je voudrais repréciser, quand je parle de prime à la production, c'est de l'argent cash qu'il faut remettre aux producteurs. Ouais. Quand je parle de 325 000 francs après un hectare de maïs, pour un investissement environ 450 000 pour le coût de production. C'est-à-dire on essaye de subventionner sensiblement les 3 quarts un bénéfice du coût de production. À peu près 75%. Ah oui, tout à fait. Et j'attire votre attention. Les 5 tonnes de maïs, c'est la propriété du producteur. Ouais. Oui, parce que l'objectif de la subvention, ce n'est pas simplement la production pour produire. Le paysan produit pour améliorer ses conditions de vie. Donc, il y a quelque part cet objectif d'amélioration des conditions de vie des paysans qu'on vise en premier. Donc, quand on lui donne une prime de 325 000 francs, on lui laisse 5 tonnes de maïs. Si on a facilité les conditions de commercialisation de son maïs, on est à 100% sûr que de cet hectare de maïs, non seulement il améliore ses conditions de vie, mais il fournit... Tout à fait, vous avez lâché le mot. Il participe à la conquête de la souveraineté et de la sécurité alimentaire de notre pays. Mieux encore, le fait qu'on l'ait subventionné, ça permet de revoir à la baisse le prix du kilogramme de maïs vendu en ville. Ça veut dire que la subvention qu'on a apportée aux producteurs, non seulement ça améliore ses conditions de vie, mais ça permet à l'État, appelé le chacha, de pouvoir aussi prendre en compte l'amélioration des conditions de vie du consommateur qui est en ville. Ouais. Vous voyez qu'il n'y a pas de perdant. C'est ce que j'ai appelé prime à la production. Et prime subvention directe. Mais attention, il y a aussi ce que nous pouvons appeler comme étant subvention indirecte. Alors, qu'est-ce qu'on peut subventionner de manière indirecte? Moi, j'ai cité les intrants agricoles. Ça peut être les engrais, les semences, les produits phytosanitaires peuvent faire l'objet d'une subvention indirecte. Mais ça peut aussi être le matériel outillage agricole. On a vu les tracteurs. On peut subventionner les tracteurs, on peut subventionner les moulins, on peut subventionner tout ce que vous pouvez imaginer qui entre dans l'outillage agricole. Ouais. Donc, dans les équipements on peut aussi subventionner les équipements de production. Notre milieu rural n'a pas comment il peut dire, des magasins. J'allais utiliser le mot silo, mais c'était un mot un peu importé. Les magasins de stockage, par exemple, les aires de séchage. On ne connaît pas ça en milieu rural. On peut subventionner l'installation de ces équipements de transformation et de conditionnement en milieu rural. On peut les subventionner. Ouais. On peut aussi subventionner les équipements de transformation. Mais pourquoi pas? Bien évidemment, le point 7 sur lequel je voudrais attirer l'attention, il faut programmer. Les subventions doivent faire l'objet, doivent entrer dans un programme. Ça ne doit pas être le hasard, ça ne doit pas être une surprise. Quand il dit entrer dans un programme, de quoi s'agit-il? Pour une année donnée, on aura un montant à subventionner et ce montant doit correspondre à un tonnage qu'on aimerait avoir. Ouais. Si on a choisi d'augmenter le tonnage de la production, ça doit correspondre à un niveau de vie des populations qu'on aimerait améliorer. Ouais. Ça doit correspondre à un nombre de producteurs qu'on aimerait toucher.
Je ne sais pas si vous réalisez. Donc, en principe, à chaque année correspondra sa programmation de la subvention. Et je peux vous l'assurer, si vous me donnez du temps. Nous avons travaillé sur un cas de figure. Non, ne riez pas, Tada. Malheureusement, c'est ce qui nous manque. Je conclue là pour vous dire simplement ceci. Énormément, M. Djongaoui, je vous en pour prie. vous dire ceci. Imaginons que le Cameroun décide que chaque année, il va augmenter sa production de riz de 30 000 tonnes. Je vous informe qu'avec la subvention, le Cameroun aura besoin chaque année de 1,9 milliard de francs CFA. C'est ridicule. Non, mais je vous le dis, c'est ridicule. Rien que cela. L'essentiel étant, quand vous dites rien que cela, mais vous ne savez pas où se trouve le plus dur. Le plus dur dans le contexte actuel, c'est de faire en sorte que le million arrive entre les mains des producteurs. Souvent, on utilise 10 fois plus et ça n'arrive pas entre les mains. On n'a pas un. Ça n'arrive jamais au destinataire et ce sont des situations. C'est pour vous dire. C'est véritablement dommage. Hein. Alors, le téléphone, j'espère qu'on va pouvoir mener ce débat de fond en comble. On reprend la direction du standard. Zinfel nous appelle de l'Allemagne. Bonsoir, cher monsieur, et bienvenue. Bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir, bonsoir, messieurs. Je suis content d'écouter cette, l'émission tous les lundis sur l'agriculture en Afrique. Moi, je voudrais dire à tous les agriculteurs du Cameroun qui viennent sur le plateau pour aider un peu les autres que de rester à l'écart. Parce que c'est l'union qui fait la force. Pas 3 personnes vont venir sur le plateau pour parler et puis bon, ça va pas aller. Tous les agriculteurs qui viennent, même si il ne peut pas s'exprimer, même son petit mot qu'il va dire, ça va motiver certaines personnes pour entrer en action, pour faire l'agriculture aussi. Mais moi, je dis quelque chose, c'est que le président de CRA, il a dit, parce qu'aujourd'hui, quand on voit la subvention, on parle de la subvention de l'agriculture. Voilà, comment dirais-je, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous, en Côte d'Ivoire, on produit le café et le cacao. Le café est acheté par l'État. L'État dit que, la campagne des choses de 2015, le kilo de choses du cacao est à 700 francs. Un exemple. Le café est à 500. Mais pourquoi de ne pas donner ces choses aux agriculteurs pour qu'ils soient motivés? Parce qu'un agriculteur, un planteur de maïs, on dit que le kilo de maïs est à 500 francs. Je pense qu'il va faire des efforts, mais s'il est paresseux, il va faire 3 hectares dans l'année. Quand on va lui dire que le kilo est à 500. Il va faire plus que ça. Que d'attendre pour dire qu'on va lui donner 350 000 francs pour qu'il puisse démarrer. Non, on ne donne pas l'argent. L'argent, ça ne se donne pas. Ça se prête. Voyez-vous? Parce qu'ici, les agriculteurs, on leur donne des subventions, mais ces subventions c'est de l'argent retourné à l'État. Parce qu'en donnant les productions, et quand disons les productions aux choses comme à l'État, l'État fait la soustraction de ce qu'on les a remis. Voilà la vérité. Aujourd'hui, c'est ça qui manque en Afrique. Au lieu de dire que toujours on va donner, dites que voilà, nous on va subventionner votre agriculture, celui qui produit des arachides, le kilo d'arachides ça sera à 500 ou à 300. Comme ça, les gens ils sont motivés à cultiver ce qu'ils... Parce que quand il y a l'argent là, tout le monde se presse pour en avoir. Donc moi je pense que pour motiver ces genres de personnes, dites à nos États de donner l'argent, de mettre, de subventionner, pour dire que le kilo de maïs ou d'haricots est à temps. Vous allez voir tout de suite, le marché sera bourré d'haricots et de maïs et de tout ce qu'on veut sur le marché. Merci. Merci à vous, Zinfel, pour votre préoccupation concernant les invités sur le plateau. Ne vous inquiétez pas, c'est peut-être du fait... c'est peut-être à cause de la déformation, du fait de l'appartenance originelle des uns et des autres, mais ne vous inquiétez pas, ce sont des technocrates, j'allais dire, des hommes de terrain, ils passent plus de temps sur le continent que dans leur propre pays, vous comprenez qu'ils contribuent
énormément au développement de l'Afrique à travers leurs œuvres agricoles. On reste au téléphone. Monsieur Ondoa nous appelle du Japon. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir le panel. Oui, bonsoir. Je voulais juste demander si l'État laisse les engins agricoles sans les faire dédouaner. Je voulais poser la question à M. Bernard, s'il peut nous éclairer par rapport à ça. Si l'État accorde les engins, l'achat, par exemple, nous qui sommes à l'étranger, si tu achètes un engin agricole et que tu l'amènes au Cameroun, est-ce que l'État, ça se fait dédouaner? Parce qu'il y a d'autres pays qui laissent, quand il s'agit de matières agricoles, on laisse ces engins entrer sans les faire dédouaner. La question que j'aimerais lui poser. Merci à vous, M. Ondoa. Alors, M. Djonga, rapidement, on va prendre l'autre téléspectateur. Il voudrait savoir si l'également se fait. L'outillage agricole bénéficie d'une réduction de tarifs douaniers de l'ordre de 50%. Je dis de tarifs douaniers, pas de prix, pas de coût, de tarifs douaniers. Et cette réduction date, il faut quand même le signaler, date des décisions qui avaient été prises par le chef d'État au sortir du comice agro-pastoral. Ça suppose que le souhait de M. Ondoa, c'est peut-être d'annuler complètement les frais de dédouanement. Non, il bénéficie de réduction de prix de dédouanement. Il y a une réduction de 50%, c'est déjà beaucoup. Merci à vous, M. Ondoa, reste au téléphone. Oumnioben nous appelle de Casablanca au Maroc. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes à l'antenne. Merci à vous, M. Ondoa, reste au téléphone. Alors, quelques problèmes avec notre ami Oumniobe de Casablanca. On espère qu'il va nous revenir. Monsieur Oumitan, on parlait, j'allais plutôt dire Monsieur Imele, merci. Alors, il n'y a que les financements internationaux ont montré leurs limites sur le continent avec un impact sur la santé des populations, du fait de la nutrition et de l'innocuité des aliments. Mais ces financements se sont installés, il faut le reconnaître, à cause de la négligence du secteur par les politiques. Une chose reste sûre, grâce au potentiel africain, on peut encore y remédier. Comment? Oui, c'est vrai que les financements internationaux sont le fruit d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre toutes les nations du monde. Moi, je comprends très bien l'attitude de certaines personnes qui promeuvent l'idée, n'est-ce pas, d'un développement totalement endogène. Je comprends tout à fait ça. Je pense même que de promouvoir le développement endogène peut être une source pour renforcer l'autonomie en matière de politique agricole, politique de financement agricole. Mais je voudrais quand même rappeler par rapport au financement international. Il s'agit, lorsque les financements internationaux sont bien dirigés, il ne s'agit pas en réalité d'aide gratuite ou d'argent qu'il faut refuser parce que ça va apporter des problèmes. Nous devons plutôt avoir la capacité d'intégrer ces financements internationaux parce que toutes les nations du monde, je vais finir là-dessus, au lendemain de la Première Guerre mondiale, je pense, non, la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une sorte de financement international très très puissant donc des États-Unis pour les pays d'Europe qui sortaient de la guerre, et c'est grâce à ces financements que l'agriculture européenne a pu se relever. Donc je crois qu'il ne faut pas balayer d'un revers le financement international. Il faut seulement avoir la capacité d'intégrer le financement international dans une dynamique de gestion des financements agricoles, mais ce n'est pas exclusif. C'est-à-dire on ne peut pas bâtir une politique agricole sur le financement international, mais on ne peut pas aussi absolument la bâtir sur du financement local. Je crois que ce sont les deux financements, lorsque la gouvernance est bien menée, qui permettent de réaliser des choses importantes. D'autant plus que lorsqu'on a assisté à la crise sur les matières agricoles en 2008, 2007, 2008, cette crise était provoquée par la spéculation au niveau international des fonds de pension, c'est-à-dire des fonds spéculatifs qui, pour diverses raisons, réchauffement climatique, etc., s'étaient déployés au niveau planétaire pour rafler toute la mise agricole et créer de la rareté pour spéculer. Je crois que
Cela devait être donné à réfléchir. Il y a un phénomène que l'on peut déplorer, c'est que les initiatives prises en général en haut lieu par les institutions internationales, on a plutôt l'impression que cela reste très très éloigné des principaux acteurs que sont les producteurs. On ne ressent pas en général l'impact sur le terrain. Alors justement, si on ne ressent pas ça, c'est un peu ce que disait Bernard tout à l'heure, c'est que nos politiques en fait n'ont pas la capacité à intégrer ces financements-là dans un contexte de gouvernance correcte. C'est bien pour cela qu'un financement international peut arriver avec au départ des accords relativement bien ficelés et vite remonter au nord, parce que la plupart de ces financements, lorsqu'on déplore le fait que ça n'arrive pas aux producteurs, il faut savoir que ces financements ne sont pas simplement détournés par la gestion de proximité de l'État local, mais sont également détournés par les fonctionnaires de la FAO, quelquefois par des consultants, des cabinets de consultants qui sont spécialisés dans la captation du financement international parce que structurés, parce qu'au courant des projets qui vont se mettre en place, etc. Ouais. Donc du coup, nous sommes dans une nébuleuse qui est finalement assez gênante et compromettante. C'est pour cela que nous devons être vigilants. C'est-à-dire, moi, je promeus vraiment des négociations correctes avec les bailleurs de fonds internationaux. Parce que, d'ailleurs même, il faut se souvenir que le monde est devenu un monde de proximité. Et que même les nations occidentales n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait trop de misère chez nous. Donc, nous devons avoir la capacité de leur rappeler que, faites attention, nous sommes dans un contexte international où chacun a une partition à jouer et que vous nous avez mis à un niveau de misère tel que notre misère viendra frapper à votre porte. On a la journaliste Fatou Diomé, je crois que je ne sais pas si elle est journaliste, mais une ancienne ministre du Sénégal qui rappelait à des journalistes français il n'y a pas longtemps, faites attention, nous viendrons chez vous parce que vous ne pourrez pas empêcher à nos populations affamées de venir chez vous. Ouais. Donc les questions de financement sont des questions hautement stratégiques qui doivent être abordées de manière vraiment très posée. Vous suscitez l'éveil chez les politiques sur le continent par rapport à ces financements internationaux, mais il y a qu'en attendant que cela arrive, il faut bien pouvoir booster le potentiel en place. On va revenir avec vous pour savoir comment on reprend le standard. Et il y a M. Sarr, voilà, Adjoussa Sarr, qui nous appelle de New York aux États-Unis. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir le panel, je vous salue, c'est la première fois que j'interviens à partir de Mano, les Amériques, et je suis originaire de l'Afrique de l'Ouest. Ma contribution, elle est simple. Je pense que quand on est par terre, je pense qu'on ne peut pas aller plus loin. Il faut qu'on reprenne, qu'on se reprenne à partir de... tout en sachant que nous sommes sous le programme de Berlin 85. Pour l'agriculture, nous devons payer attention à Bill Gates qui est en Afrique, Agra, je vais l'appeler, je sais pas comment, en anglais, Alpha Goal, Alpha R&A, Agra, Green Revolution, quelque chose comme en Afrique. Ils ont beaucoup d'argent, ils sont en train de vouloir prendre nos semences, et c'est un crime contre l'humanité de faire des choses pareilles. L'Afrique qui est en mesure de nourrir la moitié, même le monde. Il suffit de couper un peu dans l'Afrique centrale, de faire pousser des choses, et ça marche. Donc, nous avons, je ne veux pas trop monopoliser la parole, mais il faut s'appesantir sur les GMO, les trucs génétiquement changés, dont Bill Gates est en Afrique avec des milliards et qui corrompt tout le chef d'État africain pour tout contrôler et pour nous faire vivre. Merci. Merci à vous, Monsieur Adjoussa. Une chose est certaine, l'impérialisme est également agricole, mais la vérité c'est que le secteur agricole peut se départir de l'impact impérialiste. Le secteur agricole africain notamment. On continue avec vous, Monsieur Imele. Booster le potentiel en place. Tout à fait. Alors, en matière de potentiel, j'ai toujours rappelé que nous avions dans les pays africains un des meilleurs potentiels puisqu'on a les plus grandes terres du monde, on a la population la plus jeune, on a donc les ingrédients qui peuvent permettre de développer une agriculture relativement compétitive. Et là aussi, la question de la mobilisation des ressources financières pour développer cette agriculture, la première réflexion, elle est endogène, évidemment.
il faut commencer par développer tout ce qui peut permettre de mobiliser les ressources locales. Alors, quand j'appelle ressources locales, pas seulement les ressources financières. Le fait, par exemple, que dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, le statut d'agriculteur soit absent, est regrettable. Nous avons un seul pays en Afrique, aujourd'hui c'est la Côte d'Ivoire, qui depuis avril dernier a défini le statut d'entrepreneur agricole. Ceci permet justement de réaliser un certain nombre de choses au niveau financier, au niveau technologique, au niveau de la transformation des produits post-récolte, de la conservation. On ne peut pas imaginer un développement agricole sérieux si les acteurs sont des personnes non identifiées clairement, si les zones dans lesquelles on doit agir ne sont pas clairement identifiées, si les productions ne sont pas correctement identifiées au niveau de l'ensemble des pays de l'Afrique subsaharienne. Donc toutes ces choses doivent être vraiment repensées. Je crois que là, on tient le bon bout, puisque maintenant, c'est vraiment une préoccupation quasi panafricaine au niveau de toutes les instances dirigeantes. Au niveau de la CEDEAO, il y a une vraie mobilisation au niveau de la CEDEAO pour booster l'agriculture dans ces régions, avec ses hauts et ses bas. Au niveau de la CEMAC, on en est encore à des balbutiements qui sont liés probablement à une faible dynamique de coopération au niveau de la zone CEMAC, avec des foyers de tension que nous avons au niveau de la Centrafrique aussi, qui compromettent quelque part notre capacité à nous mobiliser au niveau de la CEMAC. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'on peut penser à un investissement privé au-delà des banques agricoles, l'apport des États et autres? Est-ce que les privés peuvent s'engager dans le secteur? C'est absolument souhaitable. Quand je parlais de développement, mobilisation de ressources endogènes, c'est en réalité ça. C'est-à-dire que vous imaginez une zone rurale sans établissement financier. Quelquefois, le poste agricole, les agriculteurs sont en rupture, ne savent pas qui est le responsable du poste agricole. Toutes ces choses freinent. Donc, pour redonner de l'importance à nos zones rurales, il y a vraiment une urgence à remobiliser l'intérêt, l'attention des gouvernants pour leurs zones rurales. L'intérêt des zones rurales est fondamental. D'ailleurs, c'est là que se retrouvent les plus grandes populations. Donc, il n'y a pas de raison que dans ces zones-là, on soit encore à ne pas avoir la possibilité de se regrouper pour organiser, pour mobiliser du financement, de se regrouper pour mettre les produits agricoles de manière structurée sur le marché, de se regrouper pour les transformer, donner de la valeur ajoutée aux chaînes de valeur agricole. Il y a urgence à faire ces choses. Mais pour le faire, il faut qu'il y ait un vaste mouvement, il faut que l'État accompagne, mais il faut aussi que les ressources soient nationales, soient capables d'être mobilisées pour apporter cet appui. Finalement, c'est un gros travail. Je ne vais pas décourager les paresseux. Il faut d'abord maîtriser les statistiques pour ce qui est des producteurs. Pourquoi pas le faire également pour ce qui est des potentiels soutiens, notamment les investisseurs privés, tenir une banque de données en la matière. Alors, Pierre-Paul Moubitan, pour parler toujours de l'investissement privé, comment garantir aux investisseurs privés attirés par des perspectives de rentabilité plus favorables compte tenu des risques associés au secteur, la maximisation des montants investis sur des projets agricoles et même agroalimentaires en Afrique? Je pense qu'il suffit tout simplement de regarder quelques exemples. Nous avons des exemples osés, mais malheureusement qui sont encore pilotés par des investissements étrangers. Là, je crois que M. Imele sait de quoi je parle. Parce que il y a des initiatives, il y a des gens qui investissent en Afrique, il y a des expatriés, il y a des sociétés à capitaux pratiquement étrangers qui investissent en Afrique dans l'agro-industrie, dans la production et tout. Mais alors, le problème, c'est que avant de donner mon avis par rapport à cette préoccupation, concernant la subvention, tout à l'heure on parle, je voudrais donner un exemple criard. Moi qui suis agriculteur, M. Kenya tout à l'heure disait, il va avec sa machette et sa houe pour aller travailler.
Logiquement, actuellement, le producteur africain devrait déjà passer de la machette, certes, qui coûte 1000 francs ou 2000 francs CFA, en Afrique centrale, il devrait pouvoir utiliser une débroussailleuse. Or, vous allez voir le gap qu'il y a entre la débroussailleuse et la machette. La machette coûte 2000 francs. La débroussailleuse a même de pouvoir couper l'herbe relativement haute. Elle vous coûte à tout casser 450 000 francs CFA. Regardez le gap qu'il y a. Cela signifie que M. Kenya restera, tant qu'il n'aura pas eu des subventions, tant qu'il n'aura pas été soutenu par le gouvernement, il va continuer à travailler avec la machette comme ses ancêtres ont travaillé, comme ses parents ont travaillé. Il faut déjà résoudre ce problème. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de 50% par rapport aux tracteurs et tout ça là, mais je ne sais pas si c'est valable aussi. Il n'y a pas que les tracteurs qui entrent dans la production. Avant qu'un tracteur puisse labourer le sol, la terre, parfois il faut défricher. Avant d'aller mettre le maïs en terre, il faut défricher. Avant de faire ceci, il faut défricher. C'est un élément capital. Et maintenant, dans la production en général, lorsque vous voulez produire par exemple du riz, il y a plusieurs étapes pour arriver jusqu'à ce que le riz soit comestible. Il y a beaucoup de choses à faire entre le moment où on prépare le sol jusqu'à ce que le riz entre dans la bouche du consommateur. Et toutes ces différentes étapes peuvent être subventionnées, appuyées par les gouvernements. Mais maintenant, pour revenir encore donc sur ce que vous disiez tout à l'heure, l'investissement privé, pour être certain que ceux qui investissent dans l'agriculture peuvent rentrer dans leurs fonds, il y a des conditions minimales. Tout à l'heure, vous aviez rappelé l'un des aspects que j'ai l'habitude d'évoquer concernant la subvention, c'est l'amélioration et la création des pistes rurales. Regardez seulement le fait que quelqu'un puisse circuler, même en moto, comme les Africains font actuellement, parce que les Africains actuellement transportent leurs produits du champ jusqu'aux zones de livraison ou de consommation avec les motos. C'est vrai qu'on me dira encore que les motos ne sont pas prévues pour ça. Mais vous savez très bien qu'en Afrique, surtout noir, c'est la grande débrouillardise. Donc il faut que les gouvernements investissent sérieusement dans l'entretien et la création des pistes rurales. Il y a autre chose qui a été dommageable pour l'Afrique, le continent africain tout entier, que j'observe moi en zone rurale. On a amené les paysans à vivre loin de leurs exploitations, en venant les parquer dans les villages, en faisant en sorte que les villages viennent se regrouper, créant une très grande promiscuité à côté des routes, avec tous les risques et de pollution et d'accidents que cela comporte. Ça a été très dommageable, parce que du coup, on n'a plus jugé nécessaire d'aller avec l'aménagement des pistes rurales pour que le producteur puisse économiser les 5 à 10 kilomètres qu'il fait chaque matin pour aller dans sa plantation. C'est beaucoup d'économies. C'est beaucoup d'argent qu'on peut économiser. Or, il faut une très grande production. Une route goudronnée coûte à peu près 800 millions de francs CFA, le kilomètre, ou alors 1 milliard par endroit. Mais regardez combien de pistes rurales, dans combien de villages on peut faire avec 1 milliard. Prenons seulement un tracteur ou un galion, comme on l'appelle encore communément, qu'on affecte dans chaque commune rurale dans des pays africains pour entretenir les pistes rurales. C'est une contribution exceptionnelle dans la subvention. Donc, quand l'investisseur va venir, en général, les ruraux attendent des investisseurs qui peuvent leur permettre de prendre leur production et en tant que manager, donc entrepreneurs ruraux, qu'ils puissent maintenant les transformer pour les mettre à la disposition du consommateur final. C'est là où on attend davantage les investisseurs.
C'est là où on attend davantage les gens qui sont prêts à mettre les moyens. Or, je sais que la transformation apporte une plus-value non négligeable. Et c'est là où le businessman, lui, c'est ça qu'il cherche. Il veut gagner de l'argent. Il faut donc qu'ensemble, et l'investisseur qui a la garantie que s'il investit dans la production, s'il appuie les agriculteurs, s'il appuie les producteurs au niveau rural, qu'il leur distribue les semences, qu'il les encadre avec parfois des interventions au niveau social, sur le plan de la santé et tout, il faut qu'il soit certain que par la suite, il pourra écouler facilement la marchandise pour que ça puisse arriver là où il est possible de transformer pour ensuite écouler dans les centres de consommation. Donc, moi, je crois que c'est un problème global de confiance qui doit s'établir à nouveau entre, d'une part, les producteurs ruraux, petits producteurs comme producteurs moyens, les investisseurs privés qui peuvent mettre des capitaux pour la transformation et même pour encadrer et organiser les petits producteurs, mais aussi, donc, le troisième acteur, c'est l'État. Mais maintenant, si les États ne peuvent pas jouer leur rôle convenablement, il faudrait, et c'est là où je rejoins M. Kenyé, il faudrait que la société civile, les agriculteurs eux-mêmes, puissent dans le cadre d'une organisation fêtière, que ce soit par exemple parce qu'aujourd'hui vous savez bien on parle des fédérations, groupements de fédérations et tout, et des chambres d'agriculture, et qui sont parfois des institutions tellement politisées qu'on n'arrive pas à avoir l'impact de ce type d'organisation. Or, si les agriculteurs se mettent, comme M. Kenyé disait, ensemble pour créer par exemple un ordre des agriculteurs, et il disait que ces agriculteurs se connaissent, vous ne pouvez pas tromper. Si vous avez une plantation, on la connaît. Si vous êtes un producteur, nous savons. Et donc, nous devons absolument nous mettre ensemble. Je redis cela encore une fois. Mettons-nous ensemble pour que nous puissions désormais être un interlocuteur valable entre les investisseurs, qu'ils soient privés ou même internationaux, et l'État, de telle sorte que s'il y a transparence, comme disait monsieur le président du CRAC, transparence, comme disait monsieur Imele, sérieux dans la gouvernance, automatiquement les résultats vont se faire sentir. Pierre-Paul Moubitan, alors monsieur Kenyé parlait tantôt des banques agricoles qu'il faudrait mettre sur pied, pourquoi pas, supposer que des crédits soient possibles. Comment venir à bout des mentalités rétrogrades, peut-être, mais fondées de certains agriculteurs qui estiment que prendre un crédit en termes de finances, intrants ou semences représente un grand risque du fait des pluies qui sont difficiles à maîtriser dans certaines régions et même des semences aux qualités douteuses et court-termistes? De fondamental. Les changements climatiques actuellement sont réels. Et je voudrais vous dire, nous, les agriculteurs actuellement, nous vivons cette situation avec une acuité terrible. Les gouvernements doivent faire en sorte que la météorologie, c'est-à-dire il faudrait que les populations rurales soient capables de savoir que peut-être qu'on va faire 2 semaines sans pluie. Parce que imaginez, même si on vous donne des semences, vous vous engagez à travailler par exemple 2 hectares, 3 hectares, vous les mettez en terre, 2 semaines de sécheresse qui viennent non prévues par la météorologie font en sorte que vous soyez obligés de recommencer à zéro. Et je vous dis, pour un producteur qui avait déjà mis une semence, qui avait déjà labouré, qui a planté, et vous savez tout ce que cela entraîne, et qui est obligé, et ce cas est régulier, obligé donc de recommencer à zéro, chers amis. Non seulement parfois ça décourage, mais en plus c'est un frein à la production locale. Mais maintenant, il y a des problèmes de météorologie, certes, mais maintenant le financement agricole. Je dis encore une fois, on parle des banques agricoles. Je crains que s'il n'y a pas traçabilité, s'il n'y a pas transparence, s'il n'y a pas une organisation des producteurs agricoles ruraux eux-mêmes, je vous dis encore une fois, ces moyens vont être détournés par les fonctionnaires. Je vous dis, je ne les accuse pas forcément, mais je dis les États, surtout en Afrique noire, on a tellement paupérisé, y compris le fonctionnaire, que parfois pour joindre les deux bouts, ce n'est pas pour donner une licence pour la corruption, mais parfois ces gens se retrouvent dans des situations où
mes chers amis, ils sont obligés de foncer comme des vautours sur les subventions, même minimes, qui peuvent descendre. Donc il faut désormais que les subventions soient directes. Comme disait le président du CRAC, il faut que, par exemple, dans les pays, les États africains, à partir de la présidence de la République, on peut créer une cellule comme on l'a fait pour le contrôle des marchés publics, de temps en temps dans certains pays. Comme on le fait par exemple pour l'armée. Comme on le fait pour la police. Pourquoi est-ce que les États, les présidences des républiques africaines ne peuvent pas considérer la question agricole comme priorité des priorités et faire en sorte que des cellules particulières contrôlées par les chefs d'État eux-mêmes puissent opérer directement en relation avec les producteurs? Je vous dis, c'est de ça qu'il est question. Moi, je ne crains que la corruption. Je crains que ce soit ça. Et je termine en disant la formation. L'agriculteur parfois prend de l'argent et se jette dans l'alcool. Il se met à boire. Il dépense l'argent pour des futilités. Il court par-ci par-là pour chercher les femmes et tout. Il dépense beaucoup d'argent. Il faudrait aussi que nos frères, nos amis agriculteurs africains comprennent que pour aller s'amuser, il faut d'abord travailler pendant des années. Vous pouvez vous amuser au 3e âge, c'est possible. Mais il faut d'abord travailler, il faut épargner, il faut économiser, il faut produire. C'est de ça qu'il est question, Juliana. Merci à vous, Monsieur Ouitan, qui sort par des clichés. Rappelons qu'on amorce la chute de cette édition d'Agripan. Je vais m'adresser à vous, Monsieur Kenyé. On sait que des pays comme le Malawi, en Afrique du Sud, malgré la situation précaire de famine dans laquelle il avait ressombré en 2001, a pris le risque de refuser toute aide internationale et de financer lui-même son agriculture avec pour conséquence directe la diminution des importations et la hausse des exportations. Comme quoi, toute décision n'est que politique finalement, Monsieur Kenyé. Je voudrais bien croire à cette approche dont il faut le dire, il faut être de mauvaise foi pour pouvoir le contester. Mais nous, au niveau de l'AIGMD, avons une vision un peu plus interactive et plus dynamique. Je me réjouis que le président du CRAC ait mis un accent sur la bonne gouvernance qui figure parmi nos priorités. Pierre-Paul Mobitan ici a aussi mis un accent sur la formation. C'est pour ça que très rapidement, nous avons créé l'Université agricole de management des métiers de la production et l'African College of Cereals. Actuellement, pour pouvoir attirer, mobiliser les finances dans les campagnes, nous avons à peu près 4 sites pilotes. Il y a Galim dans les Bamboutos avec Maize Industry Incorporated. Il y a Natural Food Industries, les fermes PGMD et Golden Proteins à Yaoundé. Et aussi dans la Léquier, il y a 2 sociétés coopératives avec lesquelles nous sommes en train de mettre sur pied des structures en termes de chaîne de valeur qui intègrent le concept de l'agro-industrie. Ça veut dire que quoi? Les producteurs déjà doivent aller de l'industrie semencière, passant par la production, la conservation, les mécanismes de commercialisation, et c'est une dynamique qui doit aller croissante. Et cette approche commence à être intéressante parce que de plus en plus les élites commencent déjà à s'interroger sur un nouveau mode de fonctionnement qui, pour nous, est une marche vers l'agro-industrie. Nous disons aux producteurs, vous êtes sceptiques, aux élites ou aux financiers potentiels, vous êtes sceptiques, venez voir ce que nous sommes en train de faire en termes de mise en place des chaînes de valeur. Et cette main-d'œuvre errante, cette jeunesse qui est, on arrive à les intégrer avec des processus de capitalisation dont nous avons fait emprunt dans l'ingénierie financière. Et aujourd'hui,
même sans avoir besoin d'avoir des gros millions de francs, les producteurs commencent déjà à dire mes parts sont à 500 000, mes parts sont à 1 million de francs dans les différents projets. Et graduellement, les experts commencent à les approcher pour expliquer le bien fondé. Donc nous pensons, comme je l'ai dit la dernière fois, l'industrialisation n'est pas simplement une affaire de grosses machines, c'est d'abord une question de concept, c'est une question de process. Et le devoir de l'intellectuel, le devoir de l'homme des sciences, c'est de transposer les savoirs des universités jusqu'aux plus petits producteurs. Et là-dessus, nous avons le mérite déjà d'avoir commencé quelque chose du côté de Bamboutos. Le président était l'autre jour à Yaoundé. Nous avons élaboré un plan de travail sur 2 ans avec des évaluations tous les 2 mois. Je pense que nous sommes ouverts. Il faudrait que d'autres expertises viennent et ensemble, on va construire. Parce qu'il ne sert à rien de passer le temps à crier, à accuser, à dire on a fait ci, on a fait ça. Nous sommes en collaboration avec l'IRAD, avec qui nous travaillons très bien. Notre expérience aussi s'enrichit avec différents programmes tels que ASEFA, où un certain nombre d'éléments commencent à se mettre ensemble. Donc tout n'est pas seulement noir en Afrique, même si on a décrié, il y a un certain nombre de choses en train d'être faites. Et ça, c'est aussi le mérite de la socionomie dans sa dimension appliquée, parce que nous voulons voir naître dans nos campagnes des véritables agro-industries prenant appui sur les financements interne. Ces financements existent bel et bien. Il y a quelques années, je vais prendre un exemple, dans l'Union Ekele, qui me suit, ils vont le savoir, ils avaient dit qu'ils n'avaient pas de l'argent. Je leur ai dit, vous prenez combien de bières par jour? Ils se sont amusés à dire au moins 2 bières. J'ai dit, prenons le minimum tel que vous l'avez dit. Une bière coûte combien? Ils ont dit 500 francs. Ça fait 1000 francs par jour. Donc vous comprenez que chaque agriculteur, comme disait ici Monsieur Poulmobitan, investit environ 360 000 francs dans son autodestruction. Alors cet argent, par des mécanismes bien appropriés, nous parlons de l'industrialisation dans une approche endogénique, nous avons commencé et les agriculteurs commencent déjà à venir y mettre. Ceux qui n'ont pas apportent leur force de travail qui est évaluée et prise en compte dans la capitalisation. Donc ce que je vous dis là, Maize Industry Incorporated, Natural Food Industries, les fermes PGMD, Golden Protein sont bel et bien des réalités qui sont en train d'évoluer. Ça rentre dans les dynamiques sociales de production. Comment amener le producteur pauvre aujourd'hui à construire un espoir? À savoir qu'il va léguer un patrimoine à ses enfants, à ses petits-fils, c'est faisable dans la dynamique de capitalisation avec des experts juridiques qui de plus en plus vont déjà vers des paysans pour travailler. Ça devient vraiment des success stories. Et je pense que l'université agricole est en train de travailler dans ce sens-là, de déplacer le pôle des savoirs scientifiques, techniques, technologiques, vers les plus petits producteurs qui, même il faut dire avouer, ne sont pas ignorants, ont aussi le savoir. Donc ce coming up, ce brainstorming, cette mutualisation des ressources aujourd'hui dans des localités où nous sommes implantés font des gens sourire, notamment à Gali, dans la Léké, dans le Fundi, dans l'Union Ekele. C'est vrai que l'Union Ekele a pris un peu de recul, mais très bientôt nous allons repartir de ce côté-là avec notamment Ursule Jeanne qui depuis un certain temps est en train de se battre pour qu'on mette sur pied des complexes agro-industriels dans une approche, dans une dimension anthropologique, sociologique purement africaine, sans traumatiser. Maintenant, une fois qu'on a fini cette étape-là, ça devient un appât pour des financiers. Quelques personnes ont cru que nous étions contre les financements extérieurs. Pas du tout. Mais il faudrait que les financements extérieurs viennent trouver déjà ce qui est mobilisé en place pour que ce soit des partenariats décomplexés, des partenariats gagnant-gagnant, que ce ne soit plus la loi du parasitisme où il y a quelqu'un toujours en train de plier le genou au sol pour balancer les mains comme un malheureux. Donc nous sommes en train d'évacuer ce complexe de la misère, ce complexe du colonisé pour que le producteur puisse parler au même titre qu'un agriculteur européen, qu'un agriculteur latino-américain et autres. Et l'autre avantage en matière de lobbying, en matière de plaidoyer aujourd'hui fait que quand l'État va désormais vers les producteurs, il va vers les industriels, le langage doit changer.
On ne vient plus avec du saupoudrage de 100 000 francs, ou bien d'un sac de semences, ou bien d'un sac d'engrais. On vient rencontrer un industriel avec qui on doit discuter. Et cette approche, une fois qu'ils vont se mettre ensemble, aura des impacts au niveau politique. Et ceci nous emmène aussi à embrayer sur l'urgence et la nécessité déjà de mettre sur pied une politique agricole commune en Afrique au niveau de l'Union africaine. À partir de cet instant, dès qu'on aura mutué tous ces efforts, je vous assure, cette Afrique qui a commencé à marcher timidement va commencer à marcher tête haute et la vitesse va s'accélérer au fur et à mesure. Ce qui rejoint simplement les trois principes de la sociologie, à savoir la force de l'investissement, la force de l'innovation et la force de la valorisation de l'innovation locale. Nous ne parlons pas ici des choses importées, nous parlons des choses qui existent bel et bien dans le terroir. Donc je dois dire qu'aujourd'hui, on n'est pas seulement là pour décrier, des schémas sont déjà mis en place et les délégués d'agriculture, les chefs de poste agricoles, les différents programmes, l'État, nous sommes en train de travailler dans cette synergie. Et la banque agricole qui est en train de naître, nous voudrions qu'on ne travaille plus avec des individus, mais qu'on travaille plutôt avec des projets ancrés, bien établis, structurés, qui ont démarré dans une philosophie et dans une dynamique purement agricole. À partir de ce moment-là, on ne dirait plus que les gens sont ignorants, parce que quand des dynamiques sont mises en place, tout le monde est obligé de se mettre à la page. Auquel cas, nous déportons régulièrement des experts pour aller faire des formations auprès des paysans, en question de réactualiser, de mettre leur niveau, relever leur niveau, pour qu'ils puissent aussi batailler à armes égales et de comprendre les réalités de l'environnement financier, politique, économique, commercial et même dans les relations internationales, Juliana. Merci à vous, Monsieur Kenyé, qui estimait que tout n'est pas que noir. Et c'est vrai, il existe bien des personnes qui se sont regroupées entre elles, celles qui ont le souci de la socionomie, pour reprendre les propos de Monsieur Kenyé. Il existe bien des associations rurales qui œuvrent pour l'amélioration du statut, si vous voulez, des conditions des producteurs. On reprend le standard pour la dernière série d'appels et on retrouve le docteur Koulibaly depuis le Mali. Bonsoir, docteur Koulibaly, et bienvenue. Docteur Koulibaly, on vous écoute. Alors, quelques problèmes avec le docteur Koulibaly. On va peut-être reprendre la direction des États-Unis. Il y a monsieur Adjoussa qui nous rappelle. On a quelques soucis de connexion. On espère qu'on pourra la voir. Rebonsoir, cher monsieur. Bienvenue. Oui, merci. Bonsoir et rebonsoir tout le monde. Je pense que j'ai intervenu un peu rapidement, un peu peut-être à la fois à la new-yorkaise, et que c'était très rapide, mais je pensais que l'essentiel, c'est de nous appesantir sur le fait que des gens viennent et prennent nos terres, des Arabes, des Européens, même l'Université de Columbia à New York ici, ils ont des surfaces énormes, plus grandes que la France. À long terme, de quoi nous allons vivre, nous Africains, nous Africains? J'avais avancé tout à l'heure de nous appesantir sur Agra, Alpha, Georgia, Alpha, je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est une fondation qui a été créée par Bill Gates et sa femme. Et ils ont beaucoup d'argent. Maintenant, quand on parle d'agrobusiness et de financement, c'est bien beau. Mais les gens qui viennent financer chez nous, c'est qu'ils ne viennent pas juste comme ça pour nos beaux yeux et notre noirceur. Ils ont des intérêts, ils savent ce qu'ils veulent. Ils ont un plan, ils ont une stratégie à long terme. Et nous savons que des institutions comme McKinsey Institute en Amérique ici, ils disent que les 4 grandes parties qui vont faire, qui concernent l'Afrique, nous savons tous maintenant que l'Afrique est une des croissances les plus rapides du monde, hein, que ces 4 points sont axés sur, d'abord, l'agriculture, les mines, les services et la santé. L'agriculture, c'est tout. Donc, il faut qu'on veille
en pensant à la CEDEAO, à l'Union africaine, tout ça, c'est bien beau, mais c'est des gens qui dépendent encore de nos prédateurs. Il faut bien réfléchir. Je pense qu'il faut retourner au système où nos ancêtres, nos traditions, nos chefs, nos rois, on a un système pour pouvoir s'en sortir sans pour autant dépendre sur nos gouvernants, ce qui sont censés nous représenter, qui ne nous représentent pas, mais qui représentent des intérêts de leur poche, qui sont en fait des employés de l'employeur qui est l'ancien colon. Donc, ils ne s'occupent que de leurs intérêts, de leur poche, de leur entourage, et c'est tout. Donc, il faut créer des mouvements de grassroots, pousser les gens, les jeunes à aller vers la terre, en les facilitant des clubs social clubs, des clubs je ne sais pas comment dire en français, dans les lycées, dans les écoles, dans les universités. Et nous qui sommes dans la diaspora, nous sommes là pour soutenir. Nous voulons bien nous intéresser à l'agriculture, mais que ce soit dans tous les pays dont on parle. Moi, je suis originaire du Sénégal, mais on parle de la diaspora et tout cela, mais ça ne rime à rien. Uniquement qu'au Sénégal, il y a au moins 4 milliards de dollars qui rentrent chaque année. Je ne parle pas du Cameroun, du reste de l'Afrique. Donc, globalement, c'est 44 milliards de dollars qui rentrent annuellement en Afrique. Donc, on pourrait faire tout ce qu'on veut avec ça. Mais il faut d'abord s'organiser. Je pense qu'il faut d'abord prêter attention à ce qui finance le gros bonnet, c'est la fondation Green Revolution Africa, qui est Agra, et Bill et Melinda Gates. Ils sont là depuis plus de 7 ans. Ils sont un peu partout en Afrique. Et ils s'adressent directement aux dirigeants. Donc, il suffit de présenter $1 million, ou même c'est trop, $500 000, quelque chose, mais ils vont se mettre à tapis. C'est là qu'il faut réfléchir. Nous n'attendez rien de nos États. Ils sont là pour leur propre intérêt. C'est les mouvements des jeunes, les mouvements grassroots, c'est les gens qui doivent s'organiser. Nos chefs, notre tradition. C'est comme ça, à ce niveau, qu'on peut s'organiser. Et puis. Merci à vous, Monsieur Adjoussa. Comeback pour comeback. On va retrouver à nouveau le pasteur Soua. Rebonsoir, on vous écoute. Bonsoir, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je voulais dire ce soir encore qu'il faudrait que les Africains, surtout les plateaux africains, se constituent réellement à des GBC ou à des coopératives. Les coopératives facilement peuvent être financées. Les coopératives peuvent être financées. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est regroupé à des coopératives, ça donne assez de force et le bailleur, il a assez de confiance. Je donne l'exemple d'une femme en Côte d'Ivoire, une femme gourou. Et cette femme aujourd'hui, elle finance les coopératives. Lorsque vous êtes constitué en coopérative, l'objectif qu'elle veut atteindre, c'est quoi? Non seulement elle te donne les moyens, mais elle paye encore ton produit. Aujourd'hui, lorsque nous voulons également africaniser nos agricultures, nous voulons africaniser tout ce que nous avons, il est important que nous, Africains, on comprenne que c'est lorsqu'on est unis, l'unité c'est la force, et c'est à partir de l'unité qu'on pourrait également pousser et briser tout ce qui peut être également malédiction, tout ce qui peut être également la famine, tout ce qui peut être problème ou, comment dire, pauvreté sur nous. Donc voici le problème. Donc moi, ma proposition, c'est qu'il faudrait que nos frères et nos parents qui sont dans les campagnes, qui sont dans les villages, comprennent aujourd'hui, qu'ils sachent que à partir de se mettre ensemble, de se mettre en groupe, ça pourra les aider plutôt et avoir une force et pouvoir booster tout ce qui est problème et difficulté. Que le Seigneur bénisse Juliana. Je pense qu'on a demain. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci. Merci, Pasteur Soua. Je vous renvoie à vos voeux et vous êtes sorti par une proposition. C'est ce qui va se faire sur ce plateau pour conclure. Alors, Bernard Djonga, gigue de mallette, gigue de bureau, pour reprendre quelqu'un avec une volonté politique, le concept de la Green Africa reste possible. Bon, écoutez, lors de mon dernier passage ici, j'ai fait allusion à ce qui se passait au niveau des semences. Ouais. Ça va vous étonner que je revienne à ça, c'est parce que le phénomène s'aggrave. Imaginez-vous, ou bien souvenez-vous, j'avais déclaré ici que nous, on avait une dent, si vous permettez le terme, contre le ministre de l'Agriculture. Ne riez pas, ne souriez pas, Juliana. La chose se complique de plus en plus. Parce que voyez-vous, aujourd'hui au Cameroun,
on l'a encore vérifié, c'était hier au marché, à travers l'introduction des semences de manioc qui ont été mal contrôlées, on ne réussit plus à maîtriser ce qu'on donne à planter aux producteurs. Quand vous allez sur le marché aujourd'hui, vous achetez un manioc, vous arrivez à la maison, il cuit très bien. Vous êtes satisfait. Demain, vous repartez sur le même marché, vous rencontrez, si vous avez de la chance, la même personne qui vous a vendu le manioc, vous arrivez chez vous, ça ne cuit pas. Donc, c'est devenu un coup de chance. Pour la raison essentielle qu'on ne contrôle pas la circulation des semences ici chez nous. J'ai dit l'exemple du manioc. Je prends l'exemple du maïs. J'insiste dessus parce que demain, quand on va se décider de manière résolue de révolutionner la production agricole ici chez nous, on sera obligé, si vous permettez le terme, pour certaines spéculations, telles que le maïs, de faire une dialyse de ce qui est semence en milieu rural. Parce qu'aujourd'hui, je connais des producteurs qui ont mis en place des hectares et des hectares sur base des OGM. Quand le paysan traverse un champ comme celui-là, il est tenté de voler un épi parce qu'il est tellement gros. Il emporte. Un champ que vous créez à Batchenga avec les OGM, une semence peut partir de là pour se trouver dans l'extrême nord. Le croisement se fait de la même chose avec les semences qui viennent de l'Irak. Et la nouvelle que j'ai encore eue hier par rapport aux semences de maïs, c'est qu'il y a beaucoup de producteurs qui ont reçu les semences du ministère de l'Agriculture et qui ont planté, qui ont vu leur levée être inférieure, levée, c'est-à-dire les semences qui poussent, être inférieures à 50%. Donc, qu'est-ce qui se passe? Du fait qu'on ne contrôle pas les semences qui arrivent en milieu rural, des croisements et des croisements se font entre les hybrides, les composites, les OGM par-ci. Finalement, on ne sait plus quel type de semences, la même chose pour le manioc, on aura demain dans nos plantations, et c'est ce qu'on aura, qu'on a déjà aujourd'hui par rapport à nos tables. Ça, c'est le problème que j'ai évoqué la dernière fois, et que j'ai insisté pour dire que nous avons un problème avec le ministère de l'Agriculture. C'est le premier problème que j'ai très bien élucidé, je l'espère. Second problème, l'information, je l'ai encore eu hier, et je ne vous cache pas que cette information m'a fait mal. Au niveau du ministère de l'Agriculture aujourd'hui, vous ne pouvez avoir accès à aucune information concernant un projet. Partout où vous passez, on va vous dire, il faut que vous obtenez l'autorisation de monsieur le ministre. Quel que soit le type d'information que vous avez, et Dieu seul sait, on l'a dit ici de toutes les formes, nous avons le souci d'assurer d'assurer un certain suivi, un certain contrôle. C'est vrai que les pesanteurs administratifs n'aident pas beaucoup, même dans le cadre de la préparation de cette émission. Mais absolument pas. Il faut des permissions en haut lieu pour obtenir un certain nombre d'informations. Je ne vous veux pas dire. C'est l'information, je l'ai eu hier. Comment voulez-vous qu'on puisse travailler dans des conditions comme celle-là? Comment voulez-vous qu'on puisse avoir des statistiques fiables pour pouvoir planifier dans des conditions comme celle-là? Comment voulez-vous qu'on puisse contrôler, qu'on puisse lutter contre la corruption? Ce n'est pas possible. Et c'est les responsables administratifs au plus haut niveau qui bloquent la mise en place de ces systèmes de contrôle citoyen. Ce n'est pas normal. Donc ça, c'est des situations que pour une deuxième fois, je les repose ici pour la raison essentielle que nous devons fortement interpeller nos responsables politiques pour qu'ils aient un brin de volonté, un brin de patriotisme pour qu'on puisse pouvoir avancer. Je n'irai pas loin chercher la conclusion par rapport à ma présence sur cette table que de répéter que pour ce qui concerne le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, on est dans ce sujet-là. Nous sommes en droite ligne vers une plainte qui sera portée contre ce ministre pour qu'il réponde des catastrophes qu'il cause aujourd'hui par rapport à notre milieu rural et que nous avons commencé à payer, et surtout les consommateurs et les ménagères, de manière innocente. Il faut qu'on se le dise de manière innocente. Dans 5-10 ans, la situation sera encore plus grave. Catastrophique. Et cela remet sur la table la question de la décentralisation qui a mal à sa concrétisation. C'est ce dont parlait tantôt M. Moubitan tout à l'heure. Pourquoi ne pas définitivement décentraliser et permettre qu'un certain nombre de choses soient gérées au niveau des communes et pourquoi pas des préfectures? Je me retourne vers vous, M. Moubitan, pour revenir à la conclusion de Bernard Dionga qui pose, M. Imele, je vous en prie, qui pose la question relative à la santé publique que ce que nous avons sur le marché pourrait engendrer à court terme et même à moyen et long terme. Oui, c'est une réelle préoccupation.
Et ça rejoint le lot de préoccupations que nous avons déjà sur ces questions d'agriculture qui finalement sont des disciplines transversales et qu'on doit regarder avec attention et beaucoup de sérieux. Nous avons au Cameroun depuis pas mal d'années confié un certain nombre de responsabilités aux communes, mais on les a confiées sur le papier. On n'a pas donné les moyens aux communes d'accompagner le mouvement d'appropriation la dynamique, n'est-ce pas, de reconstruction, d'amélioration de leur environnement de production. Ça veut donc dire que finalement, c'est peut-être quelque part à la société civile d'alerter les pouvoirs publics et de chercher à créer des synergies au niveau des communes pour vraiment mettre en œuvre quelque chose de sérieux par rapport aux effets que devrait produire la décentralisation. La décentralisation, en réalité, est un plus. Mais malheureusement, si elle n'est pas accompagnée de moyens, ça devient un handicap. Et malheureusement, c'est ce qu'on est en train de vivre. L'effet sur la santé, tout ce qui est agriculture, vraiment, on devrait faire attention de ne pas donner n'importe quoi à manger à nos populations, notamment la question des OGM, les organismes génétiquement modifiés. Ces organismes ont fait leur preuve en Occident. C'est né un peu aux États-Unis, ce mouvement. C'est né sur des cultures comme le soja. Les Américains, à un moment donné, se sont imaginés qu'on allait résoudre tous les problèmes de productivité avec ces OGM. Ils ont développé ça. Finalement, ils sont revenus quelques années en Afrique pour chercher des races de soja pures pour ramener aux États-Unis parce qu'ils se sont bien aperçus qu'il y avait des limites. Je crois que quelque part, c'est une lourde responsabilité de laisser entrer des organismes génétiquement modifiés dans le pays. C'est une lourde responsabilité également de ne pas mettre en synergie les ministères de la Santé publique, ceux de ministère de la Santé publique, ceux de l'environnement, ceux de l'agriculture, qui doivent même des finances. Hein. Tous ces ministères ne doivent pas travailler de manière isolée. Ouais. Il y a vraiment une nécessité à coordonner leurs actions pour éviter que des initiatives prises dans un ministère ne soient annihilées par celles d'un autre ministère. Ça fait pas sérieux. Donc voilà. Merci à vous, M. Imele. Bernard Djonga, rapidement. Oui, juste rapidement pour dire que parlant de financement, nous n'avons pas évoqué le cas de cette chance inouïe que nous avons à l'heure actuelle dans le domaine du financement extérieur. Nous avons cette chance que dans notre diaspora, nous avons nos jeunes dans la diaspora qui s'intéressent de plus en plus à l'agriculture. Et parmi eux, il y en a qui ont le capital. Merci d'annoncer les couleurs. Nous sommes dans une série et c'est donc prévu l'apport de la diaspora dans le monde de l'Afrique. Cela passe également par le secteur agricole. Bernard Djonga, merci à vous, chers téléspectateurs. On aime bien citer des exemples que l'on a vécu. On estime que les pays comme l'Europe ou les États-Unis sont développés d'abord grâce à leur agriculture. Mais ce que nous on a vécu, c'est l'essor flamboyant des pays comme ceux de l'Amérique latine ou de l'Afrique du Nord. C'est la preuve que l'agriculture reste le moyen, sinon le plus sûr, pour réussir dans le développement définitif des États africains. Mesdames et messieurs, merci d'être restés en notre compagnie. Merci au professeur Geneviève Bengono qui a contribué à la préparation de cette émission. Merci à Noton Kenyé, Pierre-Paul Moubitan, Jean-Pierre Imele, Bernard Djonga, à toute l'équipe technique. Merci à vous, chers téléspectateurs, une fois de plus. Je vous invite à rester en compagnie des programmes d'Afrique Média. Bonne fin de soirée à tous.